Cette interview, elle va être à la fois pour d'autres experts qui aimeront comparer le modèle Exocorp, ton métier, ta manière de voir l'évolution du métier aussi d'expert SIA. Elle s'adresse aussi à des dirigeants d'entreprises qui auront plus ou moins de maturité sur le digital et sur les campagnes Google Ads. Tu avais passé quelques minutes à me sensibiliser moi sur des points importants à regarder pour voir tout de suite si un compte était correctement paramétré. Est-ce que tu peux nous redire ces quelques points qui pourraient nous sensibiliser? Même il est très intéressant, ça c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. C'est prendre les meilleurs et on garde que le meilleur, on garde la crème de la crème. Dire attention, Google Ads c'est un peu comme de la coke. On commence, on a du mal à s'arrêter. Et c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, tu es en train de nous dire que tu interviens sur la génération de prospects. Et c'est quand même le nerf de la guerre pour beaucoup de nos clients. Tu deviens un homme clé. Pour moi, mon objectif, c'est de vous faire gagner plus. Et c'est de vous accompagner sur le long terme pour avoir les meilleurs résultats. En plus, c'est moi l'intervieweur. Ouais, bah justement, tu fermes ta gueule, tu as posé des questions, je réponds. Allez, vas-y. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo sur la chaîne YouTube Exocorp. Ça va être avec toi Eric qu'on va démarrer ce nouveau format, un format d'interview comme on l'a promis des experts du digital. Dans cette interview, on va croiser des informations professionnelles et on va découvrir ton fascinant métier du SIA et tu vas nous raconter tout ce que le SIA permet pour les entreprises. Et on parlera aussi un peu de ton contexte perso, ce que tu mets en place aussi pour développer ton activité, etc. Bonjour Eric et bienvenue dans ce nouveau format. Est-ce que ça va ? Oui, ça va bien. Merci Mickaël. Bonjour à toi aussi. Bonjour à tous. Merci de m'inviter dans cette vidéo. Effectivement, ça va être la première. J'espère d'ailleurs que je suis le premier d'une longue série d'autres intervenants, que ce soit des intervenants d'Exocorp ou au-delà. Tu peux nous dire où tu te trouves, où tu vis ? Oui, alors moi je vis à Strasbourg, dans la banlieue de Strasbourg, donc en France, contrairement à toi qui est un petit peu plus loin. Donc je suis expert Google Ads, expert SIA depuis plusieurs années maintenant. J'ai 7 ans d'expertise vraiment pure dans Google Ads et plus de 15 ans d'expertise dans le web marketing. Je suis passé au travers de différentes agences pour me lancer à mon compte il y a maintenant effectivement 7-8 ans. Et j'ai rejoint Exocorp il y a 4 ans, 3-4 ans, je sais plus exactement, j'ai pas trop en tête les dates. Si t'es pas d'accord, tu me corrigeras. Mais voilà, j'ai... quelques années, j'ai l'impression qu'on a fait déjà pas mal de choses ensemble, et pas mal de projets. Ouais. Effectivement, on a fait pas mal de choses et tu fais partie de ces très très belles rencontres qui ont changé ma vie de freelance. Et je le dis vraiment c'est en toute transparence. Il y a 3 personnes qui ont changé ma vie de freelance et tu en fais partie. Voilà. C'était pas prévu. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Non, il me semblait que moi, depuis que je te connais, tu fais partie des rares qui sont, bien installés, l'activité fonctionne bien, déjà un joli portefeuille client, des beaux résultats. Et je sais pas bien ce que je suis venu chambouler ou apporter un petit peu quand même, mais je pensais pas à ce point. En tout cas, bon, ça me touche, j'avais pas prévu, tu vois. C'est moi qui fait un peu d'émotion. Tu avais préparé ton coup, c'était Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais tu fais partie de ces gens qui m'ont permis de gravir une étape dans mon parcours, et je parle de mon parcours professionnel de manière générale. Et c'est vrai que, je l'ai dit, je suis à Strasbourg, je suis aussi marié, j'ai 2 enfants, j'ai une activité qui progresse chaque année et dans laquelle je m'y retrouve bien, avec une certaine liberté, un certain chiffre d'affaires, un certain volant d'activité et un bon nombre de clients qui me permet vraiment d'être serein sur l'année. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, ça a vraiment été un tournant sur une façon différente de travailler. J'avais toujours mis un peu pas en stand-by, mais un peu en recul toutes les relations sociales. Je suis
je suis un peu l'ermite, je vis toujours dans ma grotte, j'ai toujours du mal un peu à sortir de chez moi, mais on a réussi à nouer des contacts en version digitale, sachant qu'en plus, c'était toujours à Lyon, enfin, ça a toujours été physiquement loin, même si Strasbourg-Lyon, c'est moins loin que Strasbourg-Malaisie maintenant. Mais on s'est vu quelques fois en physique, mais le reste du temps, c'était quand même en digital et ça a été. Voilà, la rencontre avec Exocorp m'a permis vraiment d'évoluer. On a travaillé sur pas mal d'autres choses, sur les présentations commerciales, sur des points spécifiques, que ce soit dans mes prestations, dans les reportings, voilà, on a parcouru pas mal de chemins qui nous ont fait grandir tous les deux. Et puis, c'est aussi à cette période, alors je sais pas si c'est à cause de toi ou grâce à toi ou si ça n'a rien à voir, mais que j'ai commencé à lire des livres de développement personnel, un peu plus que ce que je faisais, ou du moins ou en écouter, parce que je lis pas beaucoup, mais en audiobook. Et voilà, donc c'est partie de ces choses-là. Il y a des grands virages et ta rencontre et Exocorp font partie de ces virages. Cette dimension-là d'Exocorp, moi, me plaît beaucoup. Le fait qu'on puisse être un peu le miroir chacun de nos prestations, qu'on puisse s'accompagner à développer nos propres business, ça, c'est un volet qui me plaît beaucoup dans le collectif. Tu peux nous dire aujourd'hui où se situent géographiquement tes clients? Alors aujourd'hui, je travaille principalement en France. Alors bien sûr, j'ai des clients locaux. Je pense à un de mes clients, c'est un cabinet dentaire à 5 minutes de chez moi. J'ai d'autres clients qui ont des envergures nationales, voire internationales, et qui sont aussi tout proches de chez moi. Donc ça, c'est assez amusant. Mais sinon, je travaille avec des clients sur toute la France, des clients au Luxembourg aussi, et puis peut-être des clients en Malaisie ou à l'international. Je n'ai pas d'action de prospection directe sur l'international. D'ailleurs, j'ai très peu d'actions de prospection, même au niveau national. La majeure partie de mon business se fait par le bouche à oreille, par le réseau, par les rencontres. Aussi parce que j'ai su créer une image d'expert autour de moi sur la partie SIA en me spécialisant. Donc finalement, quand il y a quelqu'un, quand je rencontre quelqu'un, je me positionne immédiatement comme expert SIA. Et donc s'il a besoin d'un expert SIA qui connaît personne d'autre, comme il m'a déjà rencontré, que je suis relativement sympa et que je sais de quoi je parle, en tout cas ça c'est sûr, il a plus de facilité à se tourner vers moi finalement, puisque je me positionne de manière assez tranchée quand je le rencontre. Donc voilà, donc par rapport à ça, juste pour revenir sur ta question, effectivement, des clients nationaux principalement, avec un petit pôle au Luxembourg aussi, et le reste, pour l'instant en tout cas, pas encore de clients beaucoup plus loin, mais je suis ouvert bien sûr à toute collaboration extra-européenne ou extra-française. Ok. Cette interview, elle va être à la fois pour d'autres experts qui aimeront comparer le modèle Exocorp, ton métier, ta manière de voir l'évolution du métier aussi, d'expert SIA. Elle s'adresse aussi à des dirigeants d'entreprise qui auront plus ou moins de maturité sur le digital et sur donc les campagnes Google Ads. Pour vulgariser un peu et introduire ce que tu fais, est-ce que tu peux d'abord me dire à quelle problématique très simple répond le SIA, le SEA en français? Alors pour moi, le SIA répond à deux problématiques pour les entreprises. La première, c'est de tester un marché. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez une offre, mais que vous ne savez pas si elle est bonne, si elle répond à une demande, on fait une campagne Google Ads et on va pouvoir tout de suite être visible en haut des moteurs de recherche et donc générer du trafic qualifié et des leads si votre offre est cohérente par rapport à votre marché, par rapport à votre cible. Et là, malheureusement, pour ça, j'ai pas de baguette magique. Il faut effectivement tester des accroches, des offres, etc. pour trouver on va en parler. Le bon mix, tout à fait. Et le deuxième point, c'est d'aller, on dit scaler dans le jargon, c'est vraiment d'aller générer plus de visibilité, plus de chiffre d'affaires et de faire grossir votre entreprise. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, comme vous avez déjà une offre qui fonctionne, vous savez qu'il y a un marché. Donc, grâce à Google Ads, vous allez être affiché. Quand vous avez de l'argent, vous allez être affiché. Donc, vous allez générer des clics, des conversions. Et plus vous allez dépenser, plus vous allez être visible, plus vous allez générer de conversions, plus vous allez faire de business. Voilà, la boucle est bouclée. Ok. Donc maintenant, je veux bien que tu nous en dises un peu plus
sur le SIA, comment ça fonctionne? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le SIA? Alors, le SIA fait partie de ce qu'on appelle le search marketing, donc le marketing des moteurs de recherche. Le marketing des moteurs de recherche, c'est 2 leviers. C'est le SEO, donc être visible de manière naturelle dans les moteurs de recherche, et Google Ads. Donc Google Ads, c'est l'achat de mots-clés dans Google. Pour faire simple, on va sur la régie Google Ads, on choisit des mots-clés, et à chaque fois qu'un internaute va cliquer sur un de ces mots-clés, on va être débité d'un certain CPC, d'un certain coût par clic. Ensuite, juste mot-clé, c'est encore une fois pour vulgariser pour certains dirigeants qui découvriraient le SIA. Les mots-clés, ça va être l'expression, l'enchaînement de mots que tu vas mettre dans le moteur de recherche en fonction du besoin que tu vas avoir. Exactement, ça s'appelle aussi terme de recherche. Et donc, ça peut être, je ne sais pas si la personne, là, je pense à mon client national qui vend des portails. Ça peut être portail aluminium, fabricant de portail aluminium, portail aluminium 3 pans, je ne sais pas, voilà, c'est ce type-là. C'est ça, un mot-clé, c'est une expression de recherche. C'est une suite de termes que va chercher un internaute. Quand tu parles de sélection de mots-clés, je sais que tu fais cette sélection avec le client. Est-ce que tu peux me dire comment tu demandes quoi en fait au client dans l'échange que tu as au départ pour faire cette sélection de mots-clés? En fait, je vais me nourrir des informations qu'il a. Alors déjà, de par mon expérience, j'arrive à identifier assez rapidement ce qui paraît intéressant et ce qui paraît pas intéressant. Ou du moins, j'arrive à dégrossir assez rapidement. Je vais demander au client comment lui il définit son activité. Quels sont pour lui les termes de recherche qui paraissent intéressants, qui paraissent pertinents. À partir de ces informations, à partir de son site, à partir de son offre, à partir des concurrents aussi, je vais utiliser des outils qui vont identifier des mots-clés qui pourraient être pertinents. Et là, c'est là où je vais réfléchir à quels sont les mots-clés qui, pour moi, paraissent pertinents. Et il arrive très très souvent que dans les mots-clés qu'on va trouver sur les concurrents, il y a des choses qui soient hors de propos ou qui ne soient pas en rapport direct avec la cible. Je pense à des logiciels. Je travaille avec un client qui est éditeur de logiciels. Mon client ne veut pas du tout du terme gratuit. Des concurrents sont positionnés sur le terme gratuit parce qu'ils offrent une version gratuite, une version d'essai, etc. Mon client ne le fait pas, donc c'est un mot-clé que je vais forcément exclure. On parle de mots-clés, c'est effectivement un point important parce que c'est la base de Google. Avant Google Ads s'appelait AdWords, publicité sur les mots. Maintenant, c'est devenu Google Ads. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Google Ads est devenu, et Google d'ailleurs, est devenu multiplateforme. Grâce à Google Ads, on ne fait pas uniquement de la publicité sur les moteurs de recherche, sur le moteur de recherche Google tel qu'on le connaît. On va aussi aller sur YouTube, sur Google Discover. Donc Google Discover, ce sont les actualités que vous pouvez voir sur votre téléphone. Si vous êtes sur Android, vous avez des actualités. Quand vous ouvrez un nouvel onglet, vous voyez des actualités qui vous sont poussées. On pourra y revenir plus tard éventuellement sur comment ça fonctionne, mais vous avez de la publicité là-dedans. Vous avez de la publicité dans Gmail, si vous utilisez Gmail. Vous avez de la publicité dans le display. Donc le display, c'est des bannières d'affichage que vous allez retrouver sur des sites éditeurs. Donc voilà. Google, c'est pas uniquement sur des sites internet ou des applications même. Ou des applications, tout à fait. D'ailleurs, oui, si vous utilisez des applications, je sais pas, j'utilise par exemple un scanner de PDF, un outil qui scanne avec le téléphone, j'ai toujours une petite publicité avant de pouvoir télécharger mon document. Voilà, c'est typiquement ça. Et donc Google maintenant est devenu, on peut aussi aller sur la télé du coup, grâce à YouTube notamment, on peut être aussi visible sur la télé. Et donc Google, ok, on achète des mots-clés, c'est une partie importante parce que la partie recherche de mots-clés est la plus efficace dans le sens où le moteur de recherche, comme son nom l'indique, c'est un moteur où les gens cherchent une solution à leur problème. Donc ils vont taper un mot-clé et ce mot-clé, en fait, derrière ce mot-clé, il y a un problème. Quand on tape, je sais pas, portail aluminium, par exemple, eh ben, on a 2 types de recherche. On a la personne qui cherche à acheter un portail en aluminium et la personne qui cherche à savoir si le portail aluminium, c'est une bonne idée. Donc, vous voyez, en termes d'endroit dans le tunnel de conversion, on est plutôt sur la partie informationnelle ou plutôt sur la partie transactionnelle en bas. Si on rajoute derrière la ville, portail aluminium Strasbourg, on peut être presque certain que la personne cherche un artisan à Strasbourg. Si la personne tape pourquoi portail aluminium ou avantage portail aluminium, on est presque certain
puis elle cherche pour l'instant à se rassurer sur le fait que le portail aluminium est une bonne solution. Est-ce qu'il faut acheter les deux termes? Oui, très certainement. Strasbourg, surtout si on est à Strasbourg. Si vous n'avez pas d'artisan à Strasbourg, ne l'achetez pas, bien entendu. Mais si vous avez un artisan à Strasbourg, il faut acheter ce mot-clé. Et bénéfice portail aluminium ou avantage portail aluminium, c'est aussi un bon mot-clé dans le sens où la personne cherche à se rassurer. Et donc, si vous vous positionnez déjà sur le haut du tunnel de conversion, et la personne peut descendre assez rapidement en restant sur votre site vers la demande de devis, puisqu'elle sera rassurée que le portail aluminium est le bon produit pour lui. On accompagne nos clients sur différents canaux. Là, tu es en train de nous parler du SIA, Google Ads. Tu nous as parlé de sélection de mots-clés à faire au départ, sur lequel se positionner. Cette sélection de mots-clés, on la retrouve aussi dans un autre canal qui s'appelle le SEO, le référencement naturel. Je sais que tu as fait beaucoup de SEO auparavant. On reparlera d'ailleurs de pourquoi tu passais du SEO au SIA, mais on en parlera après. Donc, si tu peux nous parler un peu plus de cette partie-là, la SERP et puis la sélection de mots-clés sur ces deux canaux. Tout à fait. Effectivement, j'ai fait un peu de SEO, donc c'est encore plus facile de parler de ça. Le point commun entre le SEO et les SIA, c'est qu'on se base dans les deux cas sur des mots-clés, puisque le moteur de recherche fonctionne de la même façon. Dans un cas, dans le Google Ads, on va payer pour être visible. On est visible souvent en haut ou en bas de la page. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que Google change de plus en plus ses mises en page. Donc, on va se retrouver avec de la publicité parfois au milieu de page. Je l'ai déjà vu sur mon téléphone. Dans tous les cas, il y a écrit toujours sponsorisé. Il y a un petit encart sponsorisé. Fut un temps, c'était sur fond jaune. Bon, il y avait plein de mises en page et les mises en page changent un peu au fil de l'eau. Bon, maintenant, il y a écrit sponsorisé. Enfin, pour l'instant, en tout cas, alors on tourne la vidéo, il y a écrit sponsorisé. Donc, quand vous voyez sponsorisé, c'est que c'est de la publicité. Et donc, quand vous allez cliquer dessus, vous allez faire payer l'annonceur. Vous allez faire payer l'annonceur qui annonce sur ce mot-clé. Niveau SEO, c'est un algorithme de pertinence qui va classer les différents résultats. Si on admet que le classement est une note sur 100, le premier résultat va peut-être avoir une note de 72. Vous remarquerez que c'est pas 100. Le deuxième, 71. Le troisième, 70, etc. Le quatrième, il n'y aura peut-être que 65, etc., etc. Et donc, quand en référence naturelle, on va modifier des éléments qui va améliorer la pertinence du résultat. Potentiellement, le 64, il va peut-être passer 72 ou 71. Et donc, il va se retrouver au-dessus ou au même niveau que l'autre. Et donc, la page de résultat va se modifier. Les résultats vont bouger les uns par rapport aux autres. Sur Google Ads, comme on paye, finalement, tant qu'on a du budget, on va être affiché. Tu parles de synergie, et je suis bien placé pour en parler. On utilise aujourd'hui, et je pense qu'il faudrait même le faire, on utilise aujourd'hui Google Ads. Alors, ça dépend toujours de l'historique du client. Si le client n'a aucun historique sur les moteurs de recherche, le plus rapide étant d'utiliser Google Ads, qui va permettre d'identifier rapidement, en tout cas, les meilleures opportunités de mots-clés. Le SEO, ça prend du temps. On a besoin de mettre en place, il faut rédiger des contenus, il faut publier des contenus, il faut les optimiser. Ça met 3, 6 mois, 12 mois pour pouvoir être visible. Et être visible, ça ne veut pas dire être premier sur la requête. Ça veut juste dire peut-être arriver en bas de la première page. Donc, ça prend plus de temps. Et Google Ads, si on commence par Google Ads et qu'on identifie tout de suite les mots-clés qui sont le plus rentables pour notre entreprise, et ça, j'insiste là-dessus parce que quand on a deux entreprises qui travaillent sur le même secteur d'activité, il est possible que la première entreprise ait ces mots-clés-là qui soient intéressants pour elle, et que la deuxième, elle ait ces mots-clés-là. Et que finalement, ils aient que quelques mots-clés ici au milieu, sur lesquels ils se marchent dessus, sur lesquels ils sont réellement concurrents, et les autres sont différents. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même cible, ils n'ont pas le même positionnement, ils n'ont pas les mêmes besoins marketing ou même budget marketing. Si demain vous voulez vous positionner sur assurance auto, c'est pas 1 an de SEO qu'il faut faire, c'est 2 ans de SEO qu'il faut faire. 3 peut-être, avec des budgets colossaux. Dans Google Ads, oui, bien sûr, le clic il va vous coûter peut-être 5-6 euros. Donc il faut aussi un budget hyper important pour être visible. Mais vous pouvez y aller, vous pouvez tester le marché, voir si votre assurance auto répond à une demande, répond à un besoin, vous positionnez par rapport aux autres et que vous arrivez à générer du business. Et si vous arrivez à générer du business, dans ce cas, ça peut être intéressant d'aller sur Google Ads. Si maintenant, vous avez déjà un historique
SEO. Et ben dans ce cas, on va utiliser les données du SEO que vous avez pour nourrir notre campagne SIA. On va regarder quels sont les meilleurs mots-clés et voir du coup s'ils sont rentables. Parce qu'en fait, en SEO, on a des mots-clés, on voit les mots-clés et on voit la page qui convertit. Mais on ne sait pas exactement quels sont les mots-clés qui convertissent. Puisque si on a une page qui est visible sur 10 mots-clés, et ben ok, un de ces 10 mots-clés, ou peut-être les 10 mots-clés, génèrent des conversions, mais on ne sait pas lesquels. Sur Google Ads, on va pouvoir identifier très très précisément quel est le mot-clé qui va convertir. Et donc sur ce mot-clé-là, on saura, ok, c'est le mot-clé, le troisième mot-clé de notre liste de 10 mots-clés, qui est le plus efficace. Et donc du coup, on peut se dire après, ce mot-clé-là, je vais être absolument premier en SIA et premier en SEO, parce que c'est ce mot-clé-là qui est le plus rentable pour mon activité. Ok. Est-ce que tu as fini de détailler tous les endroits où tu as parlé de display, tu as parlé de Discover, de YouTube? Oui, alors bien sûr. Alors, si tu veux qu'on aille un petit peu plus loin, on a parlé de l'achat de mots-clés. Effectivement, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, Google Ads devient multiplateforme et on a des campagnes. Alors, on a toujours et encore des campagnes sur chaque canal, c'est-à-dire que je peux décider de faire une campagne uniquement sur YouTube, donc pour faire du branding par exemple, ou uniquement sur Discover. Mais on a aussi des campagnes aujourd'hui qui sont plus généralistes, qui sont multiplateformes. Je pense à la campagne Performance Max ou à la campagne Demand Gen, dans lesquelles on va mettre des assets. Donc on va mettre des titres, on va mettre des images, on va mettre des vidéos. Et Google va, lui, aller chercher les meilleures audiences, ou du moins va essayer de matcher les meilleures audiences avec les meilleures audiences de votre compte pour s'afficher aux bonnes personnes au bon moment. Et donc, c'est là où il change le titre, il change quoi concrètement? Alors, en fait, d'une part, il a la main sur la plateforme sur laquelle il s'affiche. Faut pas l'oublier. YouTube, ça lui appartient. Discover aussi. Donc, il va prendre le bon asset, puisqu'on va souvent lui fournir plusieurs images ou plusieurs vidéos, une ou plusieurs vidéos et plusieurs images. Donc, s'il estime que à 17h, pour toi, c'est l'image 3 qui est la plus efficace. Il l'estime parce que il a testé sur une cohorte, donc un ensemble de personnes qui te ressemblent, que c'est cette image-là qui fonctionne. Avec ce titre-là, il va t'afficher cette image avec ce titre. Et ça peut être l'image 3 avec le titre 2 et la description 5, par exemple. Et le call to action qui est en savoir plus et pas demander un devis. Du coup, le slogan de la campagne, il va le choisir parmi des assets, comme tu dis, parmi une sélection de slogans que tu vas lui fournir. Exactement. On lui fournit des assets, donc là, entre autres, des titres, des descriptions. On en fournit plusieurs. Et c'est lui qui va décider de laquelle ou lesquels il affiche, à l'instant auquel il l'affiche. Peut-être d'ailleurs qu'un jour, il proposera via l'IA. Alors, pour l'instant, sur le sujet de l'IA, il y a 2 points. La première, c'est comment il monétise l'IA, donc Gemini, qui met dans Google. Pour l'instant, c'est pas tout à fait encore défini. Et le deuxième point qui est en train de venir, c'est dans l'interface, quand on crée les campagnes, on a de plus en plus d'IA ou de possibilités de faire appel à l'IA. Donc, en fait, quand j'ajoute mes titres, il y a un petit bouton qui dit est-ce que tu as envie d'utiliser l'IA pour m'aider à faire des titres? Ouais, alors, perso, pour l'instant, j'ai pas trop utilisé parce que j'ai déjà mes outils d'IA et je me suis fait un GPTs pour m'aider. Donc, pour l'instant, j'utilise ça. Mais j'ai prévu d'utiliser quand même, de voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Ouais. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, et ça fait déjà longtemps que ça existe. Donc déjà, quand on fait une campagne, même en mots-clés, Google utilise, comme dit, les cohortes et fait des prédictions pour savoir quels sont les titres qui vont être plus efficaces. Il utilise aussi des campagnes dynamiques pour lesquelles on ne renseigne que les descriptions. Donc, je fais un petit rappel sur l'affichage des campagnes Google Ads. Quand on s'affiche dans les moteurs de recherche, on a 2 ou 3 lignes de titres qui vont s'afficher et 2 lignes de description. Aujourd'hui, et ça fait déjà très longtemps que ça existe, on va donner à Google des URL. On va dire voilà, je veux que tu fasses de la publicité pour ces URL-là ou toute une partie de mon site. Et c'est toi, Google, qui va définir quels sont les titres que tu dois afficher. Et ça fait déjà hyper longtemps que ça existe. Je n'ai même pas en tête, ça va faire au moins 4-5 ans que ça existe. Donc ça se base bien sûr sur des données qui sont rapport sur la page, mais aussi sur l'historique qu'il a, etc. Aujourd'hui, dans Google, Google va nous faire des propositions de titres en fonction de ce qu'il a trouvé sur la page, en fonction des concurrents, en fonction de plein de choses. Alors c'est souvent des titres assez simples, mais il en fait. Ok. Puissant. Je pensais pas que ça allait si loin. Quelles sont les clés d'une campagne Google Ads réussie?
Donc pour moi, il y a 5 clés du succès d'une campagne Google Ads. Donc la première, c'est un bon ciblage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un bon ciblage? Ça veut dire déjà avoir des annonces qui soient efficaces, qui soient taillées pour la cible et pour l'utilisation qu'on va en faire. Ça paraît évident comme ça, mais souvent je vois des annonces hyper plates, pas intéressantes, qui donnent pas du tout envie de cliquer. Et le bon ciblage, c'est aussi l'utilisation des audiences. Depuis maintenant quand même 4-5 ans, Google a mis à disposition des marketeurs l'accès aux audiences, que ce soit des audiences de marché, des audiences de remarketing, des audiences de clients. Il faut utiliser ces audiences pour améliorer les signaux et mettre la campagne tout de suite sur de bons rails. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une réflexion sur l'offre et sur la demande. Si je reprends mon exemple de portail de tout à l'heure, bien sûr, on a des mots-clés en rapport avec l'offre qui est portail aluminium. Ok. Si on réfléchit sur la demande, ça peut être comment embellir l'avant de ma maison. Comment protéger l'accès à ma maison. C'est des mots-clés qui sont en rapport avec la demande. Alors là, c'est pas forcément, ça vous saute pas aux yeux et on est très très en amont du tunnel de conversion. Mais il y a une vraie réflexion à avoir sur justement comment on utilise les produits versus le nom des produits. Comme ça permet vraiment d'avoir les deux entrées pour essayer d'être le plus large possible. Le troisième point, c'est une phase de test. J'ai pas de boule de cristal, malheureusement, et il est indispensable de tester sur une certaine période. Alors, de manière générale, mes périodes de test, c'est sur 3 mois, mais il est indispensable de tester pour pouvoir apprendre et savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour chaque client. Comme je l'ai dit avant, pour chaque client, c'est différent, donc il faut le tester les meilleurs segments, trouver les meilleurs éléments, les meilleures briques ensemble pour que ça fonctionne. Le quatrième point, et c'est souvent celui qui est le plus délaissé, c'est le tracking. Si on ne mesure pas, on ne peut pas progresser. Google Ads, c'est un merveilleux outil si on a du tracking. Si on a du tracking, on peut savoir qu'est-ce qui convertit et ça de manière très très précise, que ce soit les segments, les devices, les mots-clés, les annonces, les visuels, et ça, on a vraiment énormément d'informations. Segment d'audience, pardon. Ouais, c'est segment d'audience. On a des segments d'audience sur le marché. Par exemple, on peut cibler les gens qui viennent de déménager, les gens qui sont parents d'enfants, les gens qui sont mariés, qui ont fait des études supérieures, qui ont quitté leur travail. Ouais, des trucs de fou. Donc voilà, on peut vraiment aller y aller très très finement, mais il faut bien le paramétrer dans le compte. Et ensuite, il faut tout le mesurer. Si on ne le mesure pas, moi je fais même plus de campagne. S'il n'y a pas de phase si le tracking n'est pas en place, d'ailleurs c'est une des premières choses que je vérifie. Si le tracking n'est pas en place, je fais plus de campagne, c'est fini. J'en ai fait, mais après le client il dit ah non mais on sait pas trop, on a fait des leads et moi non plus et je peux pas optimiser. Je peux rien optimiser parce que je sais pas ce qui fonctionne. Parce que moi j'ai optimisé sur ce qui fonctionne. Attends, il y a un 5e point, après je te laisse la parole. Le 5e point, c'est la vision héroïste. Donc ça, je raconte parfois cette anecdote. Pour moi, alors bon, déjà d'une part, j'ai bien conscience que Google Ads, ça a un coût, mais pour moi, c'est un investissement que vous faites pour votre entreprise parce que ça va vous rapporter quelque chose. Mais je porte une vision héroïste depuis que j'ai commencé à travailler, parce que je me souviens que c'était quand j'étais en apprentissage, donc c'était ma première année de travail concret dans une entreprise. À l'époque, je faisais du SEO et je faisais des sites internet. Je travaillais dans une agence, j'avais ces 2 casquettes et je travaille d'ailleurs pour le groupe Triba, donc les fenêtres, le leader des fenêtres en Europe. Et on était en réunion comme ça, parce qu'on avait une réunion mensuelle, et il y a Monsieur Triba qui dit, donc moi j'étais tout jeune, je viens de commencer, et Monsieur Triba qui est en réunion et qui dit, écoute, alors il parlait pas à moi mais il parlait au patron, écoute Didier, il faut qu'on ait plus de leads sur le site. Il faut qu'on fasse plus de contacts. Il a un accent allemand. Oui, Johannes Triba, ça s'invente pas. Il faut qu'on fasse plus de contacts sur le site. Ok, donc on sort de la réunion et là, pas branle-bas de combat, mais en tout cas, je discute un peu et on se dit ok, on va mettre des boutons d'action partout sur toutes les pages. À l'époque, il y avait des landing pages SEO qui n'avaient pas de boutons d'action. Elles faisaient juste des liens entre elles pour bien se positionner, mais il n'y avait pas de bouton de demande de devis. Je parle là, on est en 2000. On est en quoi? Ouais, c'était il y a presque 10 ans, donc on est en 2012, 2013, 2014, un truc comme ça. Donc là, c'était. Okay. Voilà. Okay. Et donc, on a mis en place une stratégie qui a permis. C'était tout simple. On s'est dit, voilà, comment on fait plus de contacts? On va mettre des boutons de contact sur les pages où il n'y a pas de bouton de contact.
Bon. Ok. Et effectivement, on a vu nos courbes de contact progresser. C'est QFD. Ok. Et là, moi, j'ai compris, ce jour-là, j'ai compris, déjà dans la réunion, j'avais compris que le marketing, c'est un coût, mais en fait, c'est pas un coût, c'est un investissement. Donc, si on veut être un investissement, il faut être rentable. Il faut montrer qu'on apporte quelque chose. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai compris, c'est des fois, juste un peu de bon sens, ça fait déjà 80% du job. Alors, bien sûr qu'on aurait pu faire certainement beaucoup mieux. J'avais quand même pris le temps d'appeler l'agence en disant « Hey, l'agence, tu me fais un beau bouton, s'il te plaît, pour le mettre en bas. » Et il m'avait fait un bouton avec des espèces de flèches comme ça, avec écrit « Demande de devis », un truc bleu. Ça cassait pas trois pattes à un canard, hein. Mais ça fait le job. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai cette vision héroïste et depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai cette vision héroïste. Et j'ai eu un client qui m'a demandé de faire des campagnes de branding et j'avoue que je suis pas hyper à l'aise parce que c'est que de la notoriété, que de la visibilité. Donc à la fin, on parle d'impression, de clics, de ok, c'est bien, mais ça rapporte quoi en fait directement? Pas grand chose. Et moi, je suis habitué au retour direct. Difficilement mesurable. C'est mesurable, mais c'est pas mesurable en chiffre d'affaires. Et Oui, moi, oui. je suis habitué au retour direct parce que quand on achète un mot-clé, les gens ils cliquent. Moi, je veux qu'ils cliquent et je veux qu'ils achètent. Et je le dis très très souvent, je préfère faire un clic dans le mois, mais avoir généré une conversion, que d'avoir fait 1000 clics et d'avoir fait générer 0 conversion. Et donc, souvent, on me dit oui, mais on n'est pas assez affiché. Et moi, je dis non, mais ça, c'est pas important, ça. C'est pas le volume d'affichage qui est important. C'est le volume de conversion qu'on fait par rapport à l'affichage. Si on est affiché, encore une fois, que 10 fois et qu'on fait 5 conversions, il n'y a pas de problème, je suis à l'aise pour défendre ces résultats. Mais si on est affiché 1000 fois et qu'on a fait qu'une conversion, je préfère être affiché que 10 fois, quoi. Et peut-être rappeler que le budget média avec Google Ads n'est décompté que lorsqu'il y a un clic qui est fait. Est-ce qu'il y a des prérequis avant de démarrer une campagne Google Ads? J'ai envie de dire l'épaisseur de la carte bancaire. Alors, Non, si tu veux, on peut ouvrir, aller un peu plus loin si tu veux sur cette idée-là d'investissement, enfin du SIA un coût, mais avant tout un investissement. Je sais que tu définis, toi, un budget média en fonction de la thématique, ou du nombre de thématiques à traiter, de la concurrence, de plusieurs critères, et je te laisserai compléter. Mais justement, vis-à-vis de la trésorerie d'un client, comment aborder le démarrage du SIA? Alors, juste pour répondre à ta question sur le prérequis, le seul prérequis qu'il y a, c'est d'avoir une offre qui soit intéressante, j'ai envie de dire, et qui soit positionnée correctement sur son marché. Et je dis toujours à mes clients qu'ils doivent être positionnés correctement sur leur marché. Ça ne veut pas dire être le moins cher. Ça veut dire qu'ils doivent être suffisamment différenciants et mettre suffisamment en avant leurs bénéfices et leurs éléments différenciants pour justifier leurs tarifs. La guerre des prix, moi je suis économiste de formation, la guerre des prix n'est jamais bonne pour personne. Donc je conseillerais jamais à mes clients d'être moins cher que les autres. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas se différencier. C'est l'océan rouge, c'est jamais bon. Exactement, exactement. Et il faut se différencier pour devenir expert ou leader de sa thématique, même si c'est une micro-niche. Et surtout, quand on vend tous les mêmes produits, il faut se différencier sur les services. Pourquoi Amazon est la première marketplace en France? Parce qu'elle a littéralement écrasé toutes les autres marketplaces sur la livraison et le service client. Pas sur les prix. Alors, ok, ils étaient moins chers. Mais aujourd'hui, si tu compares les prix sur Amazon versus les prix sur les sites e-commerce, ils sont plus moins chers. Quand tu vois tout ce que... Je suis aussi e-commerçant à mes heures perdues avec mon site de thé, on en parlera peut-être plus tard, mais si tu regardes le prix que tu as sur le site versus le prix d'Amazon et toutes les taxes que tu dois prendre sur la livraison, les frais de transport, la taxe numérique maintenant. Il y a une nouveauté en France, la taxe numérique, 3%, allez, prends-toi ça dans les dents. Tu peux pas, c'est presque impossible de s'aligner, sauf pour les produits que tu achètes sur AliExpress et que tu revends sur Amazon. Là, tu peux faire quelque chose, mais autrement, tu peux rien faire. Donc, il est important de se positionner correctement sur son marché et d'avoir donc une offre qui soit cohérente par rapport à son positionnement. Cohérence et différenciée. Oui, tu sais que ça, c'est la stratégie de l'océan bleu. Tu sais que je donne des conférences sur le sujet. Alors, juste du coup, pour répondre à l'autre partie de la question, tu parlais de comment est-ce qu'on démarre, quel est le budget qui est nécessaire pour démarrer une campagne. Il y a aussi deux façons de faire. Il y a souvent deux façons de faire. La première, c'est on a un budget marketing. Donc, on se dit, OK, j'ai 5, 10 000, 50, 100 000. Bon, voilà, on part avec ça. Ça, c'est la solution de facilité.
La deuxième, c'est de se poser la question de combien de leads on a besoin. Donc, on part du nombre de leads. On se dit, voilà, j'aimerais 10 leads, 20 leads, 50 leads par mois. En partant sur 10. Ensuite, on regarde son taux de conversion sur le site. Si le taux de conversion, c'est 1%, qui est la moyenne des e-commerce, mais alors, si vous êtes en lead, c'est peut-être plus, il faut le regarder sur votre site. Je n'ai pas d'avis sur quel est le taux de conversion. Et ensuite, à partir de ce taux de conversion, on calcule le nombre de clics qui sont nécessaires. Nombre de clics fois de taux de conversion égale conversion. Logique. Okay. Donc, on a ce nombre de clics. Donc, si on prend 1%, 10, 1%, ça fait 1000 clics. Ces 1000 clics, il nous les faut. Donc, comment on les acquiert? On va les acheter sur Google Ads. Pour ça, on va regarder le prix du CPC moyen. Donc, il y a des outils qui le donnent. CPC, tu peux dire coût par clic. Le prix du coût par clic moyen. On va le multiplier par ce CPC. Donc, si le CPC est de 1 euro, parce qu'on a utilisé des outils qui nous ont permis de dire que c'est 1 euro, en fait, il vous faut 1000 euros par mois pour générer, a priori, 10 leads. C'est pas plus compliqué. Et je dis bien a priori, puisque, encore une fois, il y a des petits biais à droite à gauche, mais ça me permet de se dire, OK, avec 1000 euros, je vais avoir 10 leads. Et si, avec 1000 euros et vos 10 leads, et si vos 10 leads ne vous rapportent pas 1000 euros, enfin, même d'ailleurs plus que 1000 euros, parce qu'il faut payer le consultant qui fait la campagne, il faut aussi, vous avez aussi des frais. La production de ces 10 leads vous coûte de l'argent. Si vous vendez même si vous vendez un service, il y a quand même des frais, vous avez du temps à passer, des investissements, des outils, peu importe. Donc, si ces 10 leads, vous les vendez que 1000 euros, ne faites pas de campagne, vous ne serez pas rentable. Là, c'est l'économiste qui parle. Réfléchissez à votre rentabilité quand même. Vous avez votre calcul. Si vous n'arrivez pas à être rentable avec ça, trouvez autre chose. Allez peut-être sur Facebook, allez peut-être faites du SEO. Je sais pas, mais en tout cas, réfléchissez quand même à votre rentabilité avant de démarrer. Je sais que ce calcul-là, très simple que tu viens de faire pour te donner un objectif et puis envisager, appréhender la rentabilité d'une campagne, je sais que c'est hyper important pour toi avant même de faire quoi que ce soit, à partager ça avec le client. Il y a la notion de panier moyen qui rentre en jeu dans ce calcul. Et la notion de taux de concrétisation. Parce que les 10 leads, c'est 10 formulaires de contact qui sont remplis sur le site. Mais moi, je ne connais pas. En tout cas, je connais personne qui convertit 100% de ses contacts Internet en chiffre d'affaires. Enfin, il faut me le présenter sinon. Et l'inscription à, je sais pas moi, une formation en ligne ou si c'est... Même 100%. Oui, mais tu la vends pas. Sa formation en ligne, si elle est gratuite, oui. Si elle est vendue, 100%, non. Un peu... si tu pourrais faire le paiement, tu sais, traquer jusqu'au paiement en ligne. Oui, bien sûr, mais qu'on me présente la personne qui... Oui, mais dans ce cas, il n'y a pas de... tu traques pas le contact, tu traques directement la vente. Oui. Donc tu fais pas, du coup, tu comptes 10 leads comme ça. Mais là, on parlait pas d'e-commerce, on parlait de leads, de génération de leads. Donc oui, en e-commerce, bien sûr. Là, il faut mesurer toute la rentabilité sur le chiffre d'affaires qui est généré. En lead, on ne sait pas. Enfin, toi, tu vois bien qu'on a des contacts tous les deux qui arrivent sur notre site. Moi, je compte entre 1 sur 3 et 2 sur 3 en termes de taux de conversion. Donc, c'est entre 33. Alors, je compte 50% en gros, 1 sur 2 à peu près de taux de conversion. Après, ça va dépendre aussi où est-ce qu'on fait la collecte. Si on est très en amont dans le tunnel de conversion, parce qu'on a décidé que c'était une partie qui était intéressante, des leads froids sont aussi plus difficiles à convertir que des leads chauds de bas de tunnel. Donc là aussi, en fonction des mots-clés, on pourra cibler différentes choses pour être plus ou moins efficace. Tu dois faire des points, parce que je sais que comme nous tous dans le collectif, on a cette approche héroïste, tu l'as aussi rappelé. Là, tu viens d'évoquer que en ligne, toi, tu vas faire venir des gens et tu vas travailler une landing page, une page d'atterrissage pour que les gens qui viennent convertissent, vont soumettre un formulaire, par exemple, ou cliquer sur un lien de prise de rendez-vous. Et ensuite, tu viens de rappeler qu'au-delà de ça, c'est bien beau de générer des leads, mais derrière, il faut que l'entreprise ait la capacité à pouvoir transformer ces leads-là en clients. Comment tu fais le point avec l'entreprise pour vérifier que les leads qui sont générés sont qualifiés, sont de qualité et que l'entreprise ait le bon process, tu vois, que ça fonctionne bien aussi derrière?
Tu mets le doigt sur plusieurs choses dans ta question. Effectivement, le premier point, c'est d'être structuré pour pouvoir pour pouvoir traiter les leads qui vont arriver. On fait une campagne. Le jour où on démarre, il faut être prêt à ce que quelqu'un traite les demandes. Ça, c'est déjà c'est le premier point. Ça paraît évident, mais effectivement, moi, je pose souvent la question de savoir si il y a quelqu'un au téléphone, par exemple, parce qu'on a souvent des appels téléphoniques aussi. S'il y a quelqu'un qui est prêt à décrocher le téléphone, quand ça sonne, qu'il y ait quelqu'un qui puisse décrocher, et que ce ne soit pas le secrétariat, parce que le secrétariat n'a pas de vocation commerciale. Donc, il faut que ce soit la bonne personne qui décroche, il faut que ce soit la bonne personne qui réponde aux mails, que les leads qui arrivent soient traités rapidement. Ça veut dire quoi rapidement? Ça veut dire que dans la journée, on donne une réponse. La réponse, si la question c'est un devis, je remplis la demande de devis. L'idée, c'est pas de dire aujourd'hui je fais le devis pour ce soir. Non, parce qu'il faut certainement plus d'informations. Mais c'est une réponse dans la journée qui propose un rendez-vous avec le prospect en disant quand est-ce que vous êtes disponible, même si le rendez-vous c'est que la semaine suivante, que ça reste un délai qui soit acceptable. Bien sûr, prenez pas un rendez-vous à un mois. Là, c'est foutu aussi. Mais si le délai est acceptable, oui, quelques jours, une semaine, mais la réponse doit partir rapidement parce qu'on est dans une génération d'instantané. On a tous envie d'instantanéité. On est tous tout le temps hyper sollicités. Donc, il faut répondre rapidement aux demandes du client. Donc, être réactif et donc être structuré pour pouvoir être réactif. Si votre mail arrive sur un mail contact qui n'est relevé qu'une fois par semaine parce qu'il y a plein de spam, parce que vous êtes inscrit n'importe où, faites rien, abandonnez tout de suite. Commencez par vous structurer avant d'aller plus loin. Tu as parlé aussi d'un autre point, tu as parlé de la landing page, et c'est vrai que c'est un point de détail, mais qui a vraiment son importance. Aujourd'hui, je suis expert Google Ads. Hier, j'étais expert SEO, demain, on ne sait pas de quoi ça sera fait, mais j'ai vu une évolution qui est assez importante. Alors, moi, je l'avais déjà touché du doigt précédemment, parce que comme je l'ai dit, je suis baigné par le ROI et par la conversion. Aujourd'hui, de plus en plus, on a, je dirais, 50% du temps à passer dans le compte Google Ads et 50% du temps à passer sur la landing page, à créer une landing page, à créer une page d'atterrissage qui soit efficace pour pouvoir avoir un message qui va de bout en bout, qui soit cohérent de bout en bout et qui soit le plus efficace possible. On commence par le mot-clé. Sur ce mot-clé-là, on identifie une intention de recherche. Donc, cette intention de recherche, on se dit, OK, la personne cherche, alors on va rester sur les portails parce qu'on en a parlé depuis avant, elle cherche un portail ALU. OK, donc je vais lui mettre l'argument peut-être portail ALU garantie 10 ans. Parce que pour moi, c'est un très bon argument que le portail garantit 10 ans. Je n'ai aucune idée de quels sont les meilleurs arguments pour les portails, mais voilà, partons sur ça. Il va cliquer sur l'annonce où il y a écrit garantie 10 ans. Ça signifie que pour lui, ça fait du sens. Il arrive sur la landing page, et là, sur la landing page, il faut de nouveau qu'il y ait cet argument garantie 10 ans. Pour qu'on ait cette continuité. Et comme cet argument a fait mouche pour lui, et ben du coup, il y a de grandes chances qu'il fasse une demande de devis. Et si on n'a pas ça, si on n'a pas cette continuité, en fait, on va perdre l'internaute dans des arguments et dans des choses dans lesquelles il ne s'y retrouve pas. Il ne faut jamais oublier, je ne sais plus qui l'a dit, que l'internaute est toujours à un clic de la croix. La petite croix qui est sur le navigateur, tout en haut à droite, là, clac, pour fermer. Voilà. Tu dis aujourd'hui, on passe 50% de temps dans le compte Google Ads, 50% sur la LP, la landing page, qui sera la page d'atterrissage de la campagne lorsque la personne clique donc sur la campagne. Tu dis aujourd'hui, c'était pas le cas avant? Non, parce que oui, c'est une évolution parce que c'est un métier de technicien. Donc les techniciens, ils ont la technique. Donc on était dans le compte Google Ads, à faire des petits trucs comme ça. On modifiait les CPC des mots-clés, on passait plein de temps là-dessus. Aujourd'hui, on est passé donc de ces enchères, par exemple, qu'on gérait manuellement pour chaque mot-clé, à des enchères en smart bidding, donc en enchères intelligentes, où c'est Google qui va enchérir au bon moment le bon montant en fonction de la bonne personne. Chose qu'on ne pouvait pas faire en fait, c'était impossible de le faire. On n'avait pas les données pour pouvoir le faire. Et donc ce temps qu'on gagne à ne plus gérer des micro éléments, micro-actions dans le compte, des micro-actions dans le compte, eh ben on peut les mettre à profit sur autre chose. Et en fait, où est le plus gros levier? Sur la page d'atterrissage. Ok, tu as même été plus loin puisque tu as parlé, enfin on a parlé du process, est-ce que l'entreprise est en capacité de pouvoir recevoir les demandes, traiter les demandes, etc. Je sais que moi j'accompagne nos clients dans
dans la refonte de leur système d'information, la mise en place du CRM et du coup aussi le process commercial et toute cette relation client. Donc, quand je te posais la question aussi, comment tu recoupes avec l'entreprise si ce qui se passe après que le lead soit généré fonctionne bien, ça vient un petit peu dans cette partie que je gère avec le client. Tu préconises de faire des points, quand on est en démarrage de campagne, déjà, quand c'est un client Exocorp, j'ai l'impression, tu vas me répondre, j'ai pas la réponse, j'ai l'impression que tu peux bénéficier plus facilement de plus de matière plus vite parce que on est intervenu sur le système d'information, parce qu'on a mis en place le CRM, parce qu'on connaît le process interne de l'entreprise, on a souvent une connaissance client qui va être avancée. Donc déjà, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que pour toi, tu es plus à l'aise à travailler quand c'est un client Exocorp parce qu'on est souvent plus déployé chez le client, qu'on a une meilleure connaissance client? Est-ce que ça, c'est vrai? Alors, je dirais pas plus à l'aise, mais effectivement, c'est plus facile. Parce que je suis à l'aise autant avec un client Exocorp qu'avec un client qui n'est pas Exocorp. Ouais. Je m'adapte et je vais prendre les informations que j'ai ou j'ai suffisamment d'expérience aujourd'hui pour aller tirer les verres du nez à mes clients pour avoir toutes les infos dont j'ai besoin. Donc, sur le principe, c'est qu'un exercice de style pour arriver à peu près à la même chose. Mais effectivement, on a souvent plus de données et j'ai les données plus rapidement. Avant de répondre aussi, à d'aller plus en détail, il y a un élément qui est important, c'est justement la fameuse base de données client. Mais je l'introduis maintenant pour en reparler après. Et comme quand tu installes une CRM, j'arrive à accéder assez facilement à cette base de données client, ça me fait gagner du temps. Le premier point, c'est effectivement, déjà, dans les réunions mensuelles que je vais faire avec mes clients, dans les réunions, dans les points de suivi, on va déjà parler de la qualité des leads. Est-ce que ce qui a été collecté est bon ou pas? Ça, moi, je peux pas le savoir. Moi, je sais juste qu'il y a des formulaires qui sont remplis ou des appels téléphoniques qui sont passés. Mais je vais demander au client si c'est intéressant ou pas. Michael, je sais pas si tu te souviens, avec le client qui travaille dans le chocolat, où en novembre, l'année dernière, on avait eu une montée en flèche en octobre ou en novembre du nombre de conversions. Donc moi, j'étais tout content. On était passé de 20 conversions par mois à 100. J'appelle le client en fin du mois, on fait le point et tout. Je dis, ah, trop bien, on a fait plein de conversions. Et là, le client, il me dit, ah bah non, on n'a rien fait. Moi, j'ai fait des yeux gros comme des soucoupes. Donc, je lui montre dans Google Ads les stats. Je lui montre la courbe et tout. Il me dit, ah non, on n'a rien fait, c'était que du spam et tout. Alors là, déconfiture. Et donc, en fait, du coup, j'ai trouvé un outil pour éviter les spams, etc. Et donc, on a eu des stats qui étaient corrects. Mais voilà, le point sur la qualité de lead, ça, c'est hyper important pour savoir si la campagne va dans le bon sens ou pas. Normalement, elle va dans le bon sens, mais des fois, comme là, c'était pas le cas. Donc, ça a permis de tout de suite remettre l'église au milieu du village, de mettre les choses au clair et donc de repartir sur de bonnes bases en mettant un outil qui permet de nettoyer le trafic. La deuxième chose, c'est le suivi des conversions. Alors, c'est un point un peu technique, mais en fait, il faut mettre en place du marquage de conversion à différents niveaux. Le premier niveau, c'est le remplissage du formulaire. Ça, c'est ce que tout le monde fait, c'est la partie facile. On a une page de remerciement, on met un petit code de tracking dessus, on va laisser peser. Ensuite, si on veut aller plus loin, il devient indispensable de mesurer les leads qui sont convertis. Donc là, il faut synchroniser sa CRM avec Google Ads et faire remonter les leads qualifiés dans Google Ads pour avoir des signaux qui sont les plus purs possibles pour que Google puisse s'auto-ajuster et aller vers les meilleurs signaux au fur et à mesure. Pourquoi on parle de signaux? Parce que, en fait, Google, aujourd'hui, se base de plus en plus, bien sûr, sur l'IA, mais aussi sur les cohortes. Et ces signaux vont permettre de nourrir les cohortes des personnes qui sont susceptibles d'être vos clients. Je prends toujours cet exemple qui doit faire sourire Michael, qui est Google, il va voir, donc il va prendre vos leads qualifiés et il va les analyser. Et il va se dire, OK, vos leads qualifiés ou vos clients, ils ont tous un béret et une moustache. Donc, quand Google va voir quelqu'un qui va identifier que la personne X, au moment où elle tape la requête, a un béret et des moustaches, et une moustache, il va s'afficher auprès d'elle. Parce que comme votre cohorte de béret moustache, c'est vos clients, et s'il y a un autre béret moustache qui est là, potentiellement, il peut devenir votre client. Ou il a plus de chances de devenir votre client. Et donc, c'est là où, grâce à la CRM, grâce à la synchronisation de la CRM, on arrive à améliorer la qualité des performances de Google Ads parce que on auto-alimente au fur et à mesure et ça s'alimente de plus en plus, ça devient de plus en plus gros. Donc le signal
de meilleure qualité à chaque fois qu'on ajoute un client que Google arrive à matcher, on améliore ce signal. Et donc, là, j'ai pris l'exemple du béret lunettes, mais en vrai, vos cohortes, vous avez plusieurs cohortes de clients avec plusieurs personas, donc c'est pas aussi simple et aussi évident que ce que je viens de dire. Mais... Alors déjà, je t'ai entendu en rendez-vous dire que Google a la donnée. Je sais pas si tu n'avais pas dit que seul Google a ce type de données. Oui. Alors, déjà, il faut peut-être définir ce que c'est qu'une cohorte. Une cohorte, Oui. c'est un ensemble de personnes qui ont des caractéristiques communes. À chaque instant, on est tous dans plusieurs cohortes. Et ces cohortes sont faites à partir des recherches qu'on fait sur Internet. L'exemple le plus flagrant, c'est justement le fameux Google Discover. Donc Google Discover, c'est sur votre téléphone mobile. Quand vous ouvrez un nouvel onglet, vous avez des actualités qui vous sont poussées. Ces actualités proviennent des cohortes dans lesquelles vous êtes. Et ces cohortes, elles évoluent. C'est-à-dire que moi, je l'avais vu, j'avais fait le test. À un moment donné, je cherchais une nouvelle voiture. Alors oui, comme Google vous écoute, il peut vous mettre dans des cohortes grâce aux discussions que vous faites. Je ferme cette parenthèse. Si maintenant vous cherchez une voiture, donc vous allez taper, je sais pas, quel est le meilleur SUV ou meilleure voiture familiale ou meilleur coupé sport ou peu importe, ou même Porsche 911 pas cher ou ce que vous voulez. Google va vous mettre dans la cohorte des gens qui cherchent des voitures et même éventuellement soit une Porsche, soit un monospace, soit etc., etc. Et donc il va vous pousser des actualités en fonction de ça. Mais vous êtes dans cette cohorte à l'instant où vous faites la recherche. Une fois que vous avez acheté votre monospace, vous ne faites plus cette recherche et donc en fait vous sortez de cette cohorte. C'est ça une cohorte. Et donc vos clients sont dans des cohortes au moment où ils font la recherche de votre solution. Et ils ne sont pas que dans la cohorte de gens qui cherchent, je sais pas si on prend les logiciels, logiciels de recouvrement, ils sont pas que dans la cohorte de logiciels de recouvrement, ils sont aussi dans d'autres cohortes. Parce qu'ils cherchent aussi d'autres choses. Est-ce que le client, est-ce que toi, tu peux avoir accès aux définitions de ces cohortes à un instant T? Si oui, est-ce que ça pourrait nourrir des réflexions de persona ou tu vois, affiner des personas? Alors, on n'a pas accès à ces cohortes. Google, c'est bien Google qui les fait dans son coin. Et c'est pour ça que je disais qu'il n'y a que lui qui le fait, parce qu'en fait, ces cohortes sont faites à partir des données de moteur de recherche, à partir des données de navigation, à partir des données qui sont collectées dans Chrome. Petite parenthèse d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer le procès pour que Chrome qui demande à Google de désolidariser Chrome de Google. S'ils sont obligés de le faire, ça va être un gros coup parce que Chrome collecte énormément de données pour le compte de Google. Donc voilà. Mais donc non, on peut pas faire ça. Par contre, on a des données effectivement sur les audiences, sur les âges, sur les différents secteurs qu'on peut avoir, les devices. On a quand même des données sur ce qui se passe, mais pas à ce niveau-là. Et du coup, sur les données des audiences que tu viens d'évoquer, est-ce que parfois le marketing te recoupe avec toi ces informations pour affiner, tu vois, un travail qui a été fait sur des personas, par exemple? Alors, ce qui arrive souvent, c'est que le marketing ce qui arrive parfois, c'est que le marketing vient avec des idées, en disant « Ah oui, ça je veux pas, ça je veux pas ». Je prends toujours ça avec des pincettes, parce que en fait, moi je crois dans la data, et ils n'ont pas de data. Ils estiment que. Alors moi je dis ouais, ok, si tu veux, je veux bien surveiller, mais non, je vais pas couper. Moi j'estime pas. Non, tant que j'ai pas de données, j'estime rien. Moi je suis, je te dis, moi je suis économiste. Moi je crois dans la donnée que je vois, et je ne crois que dans les statistiques que je manipule moi-même. Et du coup, est-ce que parfois tu alimentes un petit peu leur Oui, j'alimente. Alors, bien sûr, j'ai des discussions avec eux sur ces données-là. J'ai en tête un client qui m'a toujours dit oui, moi, mes clients, ils ont plus de 50 ans, c'est des hommes, etc. Ils m'ont donné un truc. Et les données que moi j'avais dans le compte, c'est des données d'historique d'1 an, donc j'avais quand même beaucoup de données, n'étaient pas représentatives de cette cible-là. Mais il a insisté. Attends, j'ai pas fini. Mais il a insisté, et du coup, je dis ok, ce que je te propose, je fais cette campagne-là et je la cible sur ce que toi tu veux. On teste. Pragmatique. On a testé et effectivement, il a aussi généré des conversions. Et finalement, les performances étaient un peu moins bonnes en termes de collecte globale de leads,
mais peut-être un peu meilleur en termes de conversion finale. Sauf qu'en fait, son processus d'achat était hyper long. Et donc, je ne pouvais pas remonter. Alors, on rentre pas dans les détails, mais en fait, si le processus d'achat dépasse 90 jours, on n'arrive pas à remonter la donnée dans Google Ads. C'est impossible parce que le cookie est périmé et du coup, ça marche plus. Donc, comme le processus d'achat était plus de 90 jours, je ne pouvais pas savoir quels étaient les éléments qui étaient les leads qui étaient les plus efficaces, les segments de marché qui généraient de vraies ventes. Donc, je l'ai fait sur parole. Il faudrait peut-être préciser que si tu travailles avec une entreprise qui a un business offline, physique, le persona type du business physique est peut-être pas exactement celui du. Oui, exact. Tout comme les concurrents. La concurrence physique et la concurrence en ligne n'est pas du tout la même. Et là, pour les personas, il m'est déjà arrivé de voir sur des sites e-commerce, par exemple, des best-sellers en magasin physique qui sont pas du tout des best-sellers sur la boutique en ligne, avec une disparité très importante sur les best-sellers, parce que dans la zone de chalandise physique, en fait, c'est les seuls qui proposent ce produit-là spécifiquement. Sauf qu'en fait, en termes de prix, ils sont complètement décorrélés de la réalité du marché Internet. Et du coup, les gens, ils n'achètent pas ce produit-là parce qu'il est trop cher sur Internet, par exemple. Ok. Et donc, ça recoupe un peu ce que tu dis par rapport au client. Tu vois, c'est la même chose. Le client ne va pas acheter un produit 20% plus cher alors qu'en fait, on est un parmi tant d'autres. Le fameux océan rouge versus océan bleu. Avant d'avancer un petit peu dans les questions, j'avais oublié de rappeler un point parce que tu évoquais l'importance du tracking. Une des premières choses que tu fais, c'est de regarder la manière dont le compte Google Ads est paramétré lorsque l'entreprise en a déjà un. Et tu avais passé quelques minutes à me sensibiliser, moi, sur des points importants à regarder pour voir tout de suite si un compte était correctement paramétré. Est-ce que tu peux nous redire ces quelques points qui pourraient nous sensibiliser ? Oui, alors déjà, je fais une petite parenthèse avant d'aller dans le détail de ce que j'ai proposé. Ce que je vais dire s'adresse aux campagnes de lead gen, donc en campagne aux clients qui n'ont pas des e-commerce mais qui cherchent à générer plus de contacts. Parce que si c'est un e-commerce, c'est un petit peu différent. Ok. Je préfère que tout de suite faire cette parenthèse et pas qu'on vienne me tacler en disant non, mais pour les e-commerce, oui, je sais que pour les e-commerce, c'est différent. Le premier point, clairement, effectivement, c'est le tracking. Alors, difficile de voir immédiatement si le tracking fonctionne, mais l'erreur la plus commune, c'est d'avoir plusieurs objectifs qui traquent la même chose. Et donc, au final, on voit dans le compte, on a fait 20 conversions ce mois-ci. Mais en fait, en vrai, on en a fait que 10. Bon, oui, parce que si on traque en double, et je l'ai vu vraiment plusieurs fois. Ça m'a fait un peu, à chaque fois j'ai des petites sueurs quand je vois ça, parce que ça signifie que moi, je dois annoncer au client que toutes les stats qu'il a depuis je sais pas combien de temps, en fait, c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, il y a ça. Ensuite, le deuxième point, c'est d'aller regarder la campagne qui dépense le plus d'argent. Pourquoi ? Parce que c'est celle là où, comme on dépense le plus, c'est celle qui doit rapporter le plus. Donc, si la campagne qui dépense le plus ne génère pas le plus de conversion, ou du moins a au moins un taux de conversion qui est correct par rapport au reste, c'est qu'on a un problème quelque part. Il faut mettre l'argent au bon endroit, en fait. C'est tout bête. Et après, en fonction de la maturité du compte, il faut avoir différentes typologies de campagnes. Moi, je dirais qu'il faut une campagne de branding. Alors, ou pas, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir une campagne de branding, mais si on a une campagne de branding, elle doit être séparée. Branding, c'est une campagne. Tu as parlé un peu vite tout à l'heure en employant le terme branding. Je suis pas sûr que ça soit parlant pour tout le monde. Donc, le branding, c'est une campagne sur le nom de sa marque. Alors, je suis partisan des consultants qui poussent leurs clients à acheter leur nom de marque, parce que ça évite le cybersquatting, ça permet d'être aussi plus visible avec donc, acheter le nom de la marque dans les mots-clés. Dans les mots-clés qu'on va mettre sur Google. Parce que ça permet d'augmenter les audiences, ça permet beaucoup de choses, et ça permet d'éviter aussi que l'on ait des concurrents qui viennent se mettre sur notre nom, sachant que Google fait un peu n'importe quoi de ce côté-là. Donc très souvent, on est affiché sur des concurrents sans le vouloir. Donc des fois, c'est pas de la faute de vos concurrents s'ils sont affichés, c'est de la faute de Google. Mais si on n'est pas présent, c'est préjudiciable. Si on est présent, ils vont payer des clics relativement chers. Et puis nous, ça va nous coûter pas très cher parce que c'est des clics de marque. Donc on sera hyper qualifié là-dessus. Donc, une campagne de branding, je dirais dédiée. Idéalement, ça permet vraiment de gérer le budget qu'on met dessus. Parce que ça ne va pas dire non plus qu'il faut mettre un gros budget dessus, mais mettre un petit peu.
une campagne de mots-clés, donc un truc assez classique, hein, on fait de l'acquisition de mots-clés. Éventuellement, une deuxième campagne de mots-clés avec un budget dédié parce qu'on a des besoins spécifiques sur une zone spécifique, sur, sur des mots-clés spécifiques qu'on veut booster. Une campagne de remarketing, donc en display. Ça, j'ai envie de dire que c'est la base, hein, donc branding, search, remarketing. Donc remarketing, c'est une campagne qui va recibler des internautes qui sont déjà venus sur votre site, via du display, donc via de l'affichage de bannière. Et après, j'aimerais voir en tout cas des tests de Performance Max, de Demand Gen, etc. Donc différentes autres campagnes qui ont été testées, qui ont été mises en œuvre. Si on a une campagne de Performance Max, est-ce que les signaux des Performance Max sont paramétrés correctement? Ça me permet de reprendre un peu la boucle de la question tout à l'heure avec la base de données, etc. Donc la campagne Performance Max, c'est une campagne un peu boîte noire, c'est un peu comme la Demand Gen, dans laquelle on va donner à Google des signaux. Ces signaux, c'est justement, c'est lui dire, voilà, il faut que tu tendes vers ces gens-là parce que eux, ce sont des clients. Donc on va lui créer des audiences de clients, des audiences de gens qui ont converti. On va les donner dans Performance Max. Et du coup, Performance Max va se dire, OK, je vois qui c'est, comme avant, la cohorte des gens. Je vois que c'est cette cohorte-là ou ces cohortes-là qui convertissent. Et ben, quand je vois ces cohortes-là, je vais aller m'afficher chez eux pour essayer de vendre le service qu'on veut proposer. Et donc, aujourd'hui, cette partie signal, les signaux de Google, c'est devenu hyper important pour avoir pour améliorer les performances. Il faut avoir des bons signaux pour que ça fonctionne bien et pour que Google s'auto-améliore au fur et à mesure et qu'on ait de plus en plus de performances. Quand tu as besoin, toi, d'utiliser ce système-là, de créer une cohorte et d'indiquer à Google Ads dans quelle direction, vers quelle cible se tourner, tu recommandes de travailler sur une base de données minimum de combien de contacts? Alors, juste petite parenthèse, on ne crée pas de cohorte, hein. On crée que des signaux. Okay, c'est deux termes différents, donc il ne faut pas. Voilà. Okay. Alors Google recommande. Alors maintenant, il est passé à une base de données de 100 utilisateurs. Pardon. Avant, on était sur des volumes de 1000. La problématique, c'est que Google doit réussir à matcher les emails que vous lui donnez avec les données qu'il a. Si vous avez 1000 clients en B2B qui n'ont pas de compte Google, Google ne peut pas les matcher en fait. Donc, il ne va pas réussir à identifier quelles sont vos cohortes ou quelles sont ces personnes. Si vous avez 1000 adresses Gmail, voilà, c'est du pain béni pour lui. Hein. Là, ça peut être des adresses Gmail, mais ça peut être n'importe quelle adresse professionnelle qui est rattachée à un Google Workspace. Ou à Google Workspace, exactement. Oui, tout à fait. Non, c'est pour ça que j'ai fait la différence parce que, on ne va pas rentrer en détail de ce que c'est Google Workspace, mais voilà, c'est des comptes Google. Il faut qu'il y ait des comptes Google derrière les emails pour que Google réussisse à les matcher. Donc, en fait, plus vous en avez, meilleur c'est. Donc, ça va être 40% en France, ça va être environ 40% des comptes pro, non? Je crois que Google Workspace a environ 40% de part de marché. Je ne sais pas. Hein. Aucune idée. Okay. Si vous avez une base de données qui est importante, si vous avez par exemple 5000 clients, il est très intéressant, ça c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de segmenter votre base pour prendre les meilleurs clients. Alors en e-commerce c'est facile, on va prendre les paniers les plus hauts ou ceux qui ont les LTV, donc Lifetime Value, les plus élevés. Sur vos clients à vous, si vous faites de la vente de services, regardez ceux qui consomment le plus, qui vous achètent le plus de services, qui sont les moins casse-pieds peut-être, qui sont les plus faciles à vivre entre guillemets. Voilà. Essayez d'identifier le meilleur segment de ces 5000 pour que vous puissiez dire voilà, moi je veux, en fait sur ces 5000, 5000 c'est bien, je peux donner 5000, mais je peux aussi donner peut-être que 2000 qui sont mes meilleurs clients. Ça c'est nos clients rêvés ça. Exact. Ça, et qu'est-ce que vous avez en vrai? Vous avez envie de quoi? De travailler avec les meilleurs clients, pas les plus mauvais. Donc on prend les meilleurs et on garde que le meilleur, on garde la crème de la crème. Dans les signaux, l'entreprise peut préciser nous ne voulons pas de clients trop chiants, nous ne voulons pas de... Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, toi, tu fais ta segmentation et tu enlèves tous tes clients chiants et du coup, tu donnes que les meilleurs clients à Google. Okay. Voilà. Et là, je l'ai fait pour un des clients e-commerce là sur la fin d'année et on avait effectivement une grosse base de données. J'ai demandé à la personne qui s'occupe des emails, j'ai dit écoute, fais-moi des segmentations, qu'est-ce que tu peux faire? Et il m'a dit je peux par exemple segmenter sur les personnes qui ont commandé sur les 3 dernières années.
et qui ont un panier moyen supérieur à, je sais plus, je crois que c'est 80 € ou 60 ou 75 ou 100, je sais plus en tête le montant, mais il a segmenté pour arriver sur une base de données de 3-4 000. Et j'ai importé les autres audiences aussi, mais j'ai aussi importé celle-là. Et comme celle-là, elle fonctionne, et ben j'ai gardé que celle-là. Ok. Alors là, on a expliqué tous les volets, tous les grands volets du SIA. Je voudrais reprendre une phrase que je t'entends parfois dire, mais surtout que je constate réellement auprès de nos clients. C'est que parfois, je t'entends dire, attention, Google Ads, c'est un peu comme de la coke. Oui, Quand exactement. on commence, on a du mal à s'arrêter. Et c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, tu es en train de nous dire que tu interviens sur la génération de prospects, sur la génération de leads. Et c'est quand même le nerf de la guerre pour beaucoup de nos clients. Tu deviens un homme clé pour beaucoup des clients qu'on accompagne. Alors, ma citation, c'est « Quand on a le nez plein, on peut plus s'arrêter ». C'est comme la coke, quand on a le nez plein, on peut plus s'arrêter. Okay. Et je le crois vraiment. J'ai dit tout à l'heure, au début, tu as posé la question de quel était le prérequis. J'ai dit l'épaisseur de la carte bancaire. En fait, j'ai un de mes copains SEO qui dit toujours « Ouais, mais moi, j'aime pas le pay to win ». Parce qu'en fait, tu payes pour gagner. Un peu comme les jeux aujourd'hui où tu es obligé d'aller payer pour acheter des meilleures armes, etc. Et ben moi, en fait, je suis le gars qui fournit la meilleure arme si tu payes. Alors, voilà, enfin, tu payes Google pour avoir ta meilleure arme, mais on est là et on est tout de suite en haut. Et donc, la problématique, c'est que tant que tu as de l'argent, tu es visible. Donc, le revers, c'est quand tu n'as plus d'argent, tu n'es plus visible. Ça paraît assez logique. Mais ce que je vais faire, moi, et mon objectif, parce que mon objectif, c'est de développer l'entreprise avec laquelle je travaille, c'est OK, on démarre avec ce budget. Avec ce budget, on fait ça de conversion. Peu importe, ça. OK, on va dire ça d'ailleurs, de conversion. Ça sera plus facile après. Donc, maintenant qu'on a fait ça, moi, je te propose de dépenser ça pour faire ça. Et donc, on va avancer comme ça, en maîtrisant le coût d'acquisition, parce que c'est ça qui est important. Hein. C'est, je sais pas, si on démarre avec un coût d'acquisition à 50 €, par exemple, du lead, l'objectif, c'est de passer d'un budget de 1 000 € à 2 000 € en augmentant peut-être de 5% ou 10%, pas plus, le coût d'acquisition. On passe de 50 à peut-être 55, 60 €. Et donc, de continuer d'acquérir plus de clients. Sauf que, à un moment donné, quand tu as plus de contacts, ça veut dire que tu as peut-être besoin d'un commercial en plus. Et tu as besoin après d'augmenter ton unité de production. Alors, j'extrapole beaucoup, mais à un moment donné, tu atteins un seuil. Et si ce seuil, tu le dépasses, ça devient critique. C'est-à-dire que, OK, maintenant, Google Ads te génère 50% de tes leads. Donc, tu as dû prendre 2 commerciaux en plus. Tu as pris un gars aussi à la production qui va livrer ce que tu produis. Et donc, tant que tu as la carte bancaire, OK, tu fais tes 50 leads de plus, c'est ça. Même pas tu coupes. Ta carte bancaire arrive à expiration. Personne ne s'en rend compte alors. Moi, si je le vois et j'appelle le client en PLS, je fais ma carte bancaire, oh fais quelque chose. D'ailleurs, il y a d'autres solutions. Hein. On peut mettre le compte bancaire, comme ça, on n'a même plus l'épaisseur de la carte, c'est tout de suite le compte qui est débité. Et ça évite ce genre de problème. Mais admettons que la carte bancaire arrive à expiration. Et ça arrive, hein, je le vois assez souvent. Ou même, c'est souvent avant les vacances d'été. Étonnamment, la carte bancaire ne passe pas. À croire que le patron il part en vacances avec sa carte bancaire, je sais pas ce qu'il fait, mais bref. Non, je plaisante. Hein. Mais il y a des moments où en fait on dépasse la limite, soit hebdo, soit mensuel, et donc la carte bancaire est bloquée. Et donc là ça coupe. Donc on passe de 50 litres dans le mois à 0, jusqu'à ce que la carte bancaire soit débloquée. Et des fois il y a une semaine qui se passe. Donc ça veut dire une semaine pas de lead. Donc sur 50 leads, ça fait 10 leads. Ça fait 10 leads. Il manque 10 leads. Donc 10 leads, on sait que c'est X € de chiffre d'affaires. Donc il manque X € de chiffre d'affaires. Voilà. On a perdu 50 000 € de chiffre. C'est QFD, mais c'est pas de ma faute. C'est de la faute de la carte bancaire, du client qui n'a pas fait attention. Voilà. Et donc c'est là où c'est pour ça que je te parle de cette expression. Et c'est alors cette fameuse phrase que je dis quand tu es initié. Hein, je la dis pas à tous les clients et c'est que quand le feeling passe. Mais là, on a le nez plein en fait. Quand tu es à 50 litres par mois, on a le nez plein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Faut continuer de payer, c'est tout. Faut continuer à abreuver le dealer. Hein. En même temps, parfois, je vois qu'il arrive que certains de nos clients te demandent, et je sais qu'on peut le faire avec Google Ads, de
ralentir sur certaines périodes parce que justement ils vont avoir des problèmes en production ou pour X raisons. Tu peux parler un petit peu de cette flexibilité, de ces ajustements là que tu peux... Oui, bien sûr. Alors, en fait, tout dépend de la maturité du client et de la maturité de son business à lui. Il y a des clients qui ont une certaine maturité, qui savent qu'il y a des périodes phares, d'autres qui sont plus creuses, et donc on peut ajuster les budgets en fonction de ces périodes. Alors bien sûr, il y a des garde-fous. Aujourd'hui, avec l'IA qui a besoin d'apprentissage, on ne peut pas doubler le budget d'un mois sur l'autre. Enfin, si on peut, mais c'est hyper risqué parce qu'en fait, on va dérégler tout l'apprentissage qu'il a fait. Donc, il faut monter ses budgets crescendo ou les baisser aussi crescendo. Ça marche dans les deux sens. Okay. Si on ne fait pas ça, on repasse en phase d'apprentissage qui va prendre 2 semaines et donc potentiellement, on perd 2 semaines où on a peu de résultats. Ok. Moi, mon objectif, c'est de maintenir la performance. Enfin, d'atteindre un certain niveau de performance, de la maintenir et après de la faire augmenter crescendo. C'est pas d'y aller et de faire allez, on y va, vas-y, tranquille, on lève les bras et on crie et avec de la chance, ça passe. Non, c'est pas comme ça que je travaille. Et c'est pareil, on a certains clients pour qui, au niveau trésor, ça allait pas pendant une période et qui te demandent de mettre en pause les campagnes. Là, c'est pareil. C'est un peu. Alors, c'est pareil. Disons qu'en fait, comme il a un problème de trésor, on coupe. Et on sait que de toute façon, il va falloir, quand on reprendra, il y aura de nouveau une petite phase d'apprentissage qui va prendre effectivement 2 semaines, 1-2 semaines pour avoir des résultats de nouveau. Mais de toute façon, là, on n'a pas le choix. Je veux dire, quand il faut couper, il faut couper. Effectivement, on peut démarrer très vite, c'est-à-dire qu'il suffit de cliquer, il y a un petit bouton play ou pause, donc on clique sur le bouton play, ça démarre et en 15 minutes, on est affiché. Et donc, on peut aussi couper aussi rapidement. Et là, on est instantanément, on arrête instantanément. Pour ceux qui auraient peur des budgets, parce que je vois que tu mets le doigt un peu sur le budget, pour ceux qui ont peur des budgets, alors, bien sûr, on peut ne pas indiquer de budget à Google. Bon, faut pas le faire, enfin, je pense pas qu'il faille le faire. On peut, mais il faut être joueur, hein. Faut que la carte soit vraiment bien épaisse. Sinon, on paramètre en fait au départ un budget journalier. Donc Google s'offre des latitudes parce qu'il est grand seigneur, il peut dépenser jusqu'à 20% de plus. Normalement, à la fin du mois, on arrive à peu près à ce qu'on avait prévu sur un mois. Mais bon, il faut savoir que c'est pas tout linéaire, hein. Il y a des jours, je sais pas si on paramètre 10 € par jour ou 30 € par jour, ou même 100 € par jour. Il y a des jours où il va dépenser 120, 150. Et d'autres jours, il va dépenser moins. Et à la fin du mois, normalement, on arrive à peu près, si on dépense 100 € par jour, à peu près à 3000. Je dis à peu près. Et il s'offre la liberté de dépenser jusqu'à 3600, hein, jusqu'à 20% de plus à la fin du mois. Hein. Okay. Et c'est pas de la faute du consultant, c'est de la faute de Google. C'est Google qui décide. Et petite subtilité aussi, comme il y avait aussi une petite taxe, comme il a aussi pris une petite taxe Google, avant, comme il est en Irlande, avant il n'y avait pas de TVA, il n'y avait rien. Maintenant il y a droit à une petite taxe. Hein, donc si on dépense, si on indique à Google qu'on veut dépenser 3000, alors je sais plus maintenant s'il les ajoute par-dessus ou s'il les retranche, mais on n'est plus, la facture c'est plus 3000.00. Hein, elle est un petit peu différente du total. Voilà. Mais donc voilà, donc on paramètre le budget, ça permet d'avoir des garde-fous et de savoir approximativement combien on va dépenser à la fin du mois, pour pas non plus que ce soit justement la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ok. Avant de parler de ta vision, peut-être de l'évolution du marché, puis peut-être du futur de Google Ads, c'est quoi le risque pour une entreprise de démarrer une action Google Ads sans consultant, tu vois? Pour les entreprises qui diraient, allez, tu sais, reçoivent la pub Google Ads, vous avez 50 € gratuits, je vais tester. Mais c'est quoi les plus gros risques que tu vois, toi, qu'une entreprise démarre seule? Alors, il y a un deuxième risque à celui-là. Alors, le premier risque, c'est qu'il commence tout seul. Le deuxième risque, c'est qu'il commence accompagné par un consultant Google. Parce que le consultant... Ah oui, ça c'est... Parce que le client qui commence tout seul, le risque, déjà d'une part, c'est qu'ils ne mettent pas en place de tracking. Donc, il ne saura pas réellement combien ça lui rapporte. Et du coup, que ça soit un coût et pas un investissement. Parce que comme il ne saura pas comment optimiser, comment améliorer sa campagne, bon, avec un peu de chance, ça peut marcher, mais c'est pas sûr. Ouais. Le deuxième point, quand on se fait accompagner par le consultant Google, il faut se rappeler et graver, il faut vous le graver dans un coin de la tête. Le consultant Google, son objectif, c'est de vous faire dépenser plus. Pas de vous faire gagner plus, de vous faire dépenser plus. C'est ça son objectif. Donc, c'est là la grande différence avec toi. Moi, mon objectif, c'est de vous faire gagner plus. Et c'est de vous accompagner sur le long terme pour avoir les meilleurs résultats qu'on peut avoir. Le consultant Google, déjà d'une part, il change tous les 3 mois.
Donc, et c'est pas sûr que vous soyez renouvelé avec un nouveau consultant. Donc, peut-être qu'au bout de 3 mois, vous n'avez plus personne. Et son objectif, c'est de vous faire dépenser plus. Donc, moi, j'en ai plein, j'en ai discuté avec pas mal avec des consultants. Il y en a qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. Mais dans tous les cas, ils ont pour objectif de nous faire dépenser plus d'argent. Donc, et à moi aussi, ils essaient de me la faire à l'envers. Il n'y a pas de problème. Donc, le client qui, lui, vient de démarrer son compte, difficile pour lui vraiment de savoir, de trier le bon grain de la varie. Donc, il va écouter le consultant et le consultant, il va lui dire vas-y, mets 100 € par jour là, vas-y, tu peux y aller. Et à la fin du mois, on a dépensé 3000. Pardon ? À la fin, on a mis 3000 et voilà quoi. Dans beaucoup de domaines, on dit que ça coûte plus cher à une entreprise de le faire seul que d'y aller accompagné. Est-ce que c'est pareil pour le SIA ? Quand tu reprends comme ça des comptes, toi, qui ont été démarrés pendant un an, mal faits en interne par une entreprise, est-ce que... La réponse à la question, c'est un investissement de s'offrir les services d'un consultant Google Ads. Ouais. Mais effectivement, il faut le compter dans l'ensemble du coût média, en fait, du coût de la campagne, pour voir la rentabilité. De manière générale, je vais parler de mon expérience, mais de manière générale, mes clients sont contents de travailler, que je les accompagne. Et la meilleure preuve que j'ai, c'est que la plupart de mes clients, je les accompagne depuis 3, 4, 5, 6, même j'en ai même un, ça fait 10 ans que je l'accompagne, 2, ça fait 10 ans que je l'accompagne. J'en ai un, il a changé deux fois d'agence et il est revenu à chaque fois vers moi. Donc voilà, en fait, je crois que... Non, puis j'ai pu voir, je te disais que j'avais pu constater vis-à-vis du nez plein que représente le SIA, tous les clients Exocorp qu'on fait ensemble fonctionnent très bien en SIA et n'arrêtent pas le SIA. En fait, le SIA, comme dit, c'est un levier où on sait la rentabilité, on connaît la rentabilité puisqu'on connaît le prix du consultant, on connaît le prix de l'achat média. Et ensuite, on sait combien ça rapporte. Donc, il suffit de faire le calcul. Et si, effectivement, c'est pas rentable, bien sûr, il faut arrêter. Mais de manière générale, c'est rentable. Et dans tous les cas, si c'est pas moi qui fais les optimisations, il faut que quelqu'un les fasse. Une campagne Google Ads, pour moi, il y a 2 étapes fondamentales. La première, c'est de faire un setup qui soit aux petits oignons. Donc, vraiment travailler, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tirer les verres du nez du client, avoir la meilleure configuration, les meilleures options, les meilleurs éléments, les meilleurs angles possibles. Ok, ça permet de démarrer dans les meilleures conditions. Et très souvent, c'est une bonne base, ce qui permet d'avoir des résultats très rapides. Mais des fois, on se trompe, que ce soit moi ou le client, on se trompe. Et donc, là où on va gagner la performance, c'est sur les ajustements. J'effectue un suivi et je fais des ajustements au fur et à mesure, que ce soit au niveau de la stratégie, au niveau des mots-clés, au niveau des annonces. Et c'est ces ajustements-là qui vont permettre d'aller chercher de la performance de manière incrémentale. On ne va pas passer de, je sais pas si je dis par exemple 20 leads par mois à 40 le mois d'après. Non, ça c'est impossible. Mais on va passer de 20 à 25, à 27, à 32 pour le même budget. Parce que j'ai optimisé les campagnes, etc. et qu'on les a fait s'améliorer. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on s'achète, qu'est-ce qu'on s'offre quand on achète les services d'un consultant Google Ads ? C'est ça. C'est le fait de maximiser les chances de réussite de la campagne dès le départ, mais après aussi d'aller chercher de la performance au fil de l'eau. Voilà. Et ensuite, ça ne veut pas dire qu'on doit coûte que coûte augmenter les budgets. On a parlé tout à l'heure d'augmenter les budgets et donc d'augmenter toute la chaîne commerciale, etc. Mais j'ai des clients qui augmentent les budgets à un instant donné en disant ok, cette année on a un peu plus de budget marketing, donc cette année on passe de 2 000 € à 3 000 € par mois. Ok, donc j'augmente crescendo en 2 mois, un mois et demi, j'augmente, on passe de 2 000 à 3 000 € par mois. Mais on va rester sur ce budget-là fixe globalement toute l'année. Mon objectif, c'est d'accompagner mes clients à être le plus efficace possible dans leur polynôme de contraintes. Et le budget marketing est un des éléments du polynôme de contraintes. Mais encore une fois, si c'est pas moi qui le fais, quelqu'un doit le faire. Et le quelqu'un, c'est a priori pas un stagiaire. Ça peut être un stagiaire, mais il doit être chapeauté par quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Un stagiaire, ça reste un stagiaire, même un apprenti. J'ai été apprenti, donc je dénigre pas du tout les apprentis. Mais l'apprenti, il est quand même avant le junior. Il faut l'avoir en tête. Non, mais c'est bien que tu en parles parce qu'on a plusieurs clients, malheureusement, alors en SIA ou dans d'autres domaines, qui font faire
des choses et peut-être parfois beaucoup de choses à des stagiaires, à des alternants, et on voit que, enfin, je pense que c'est utile que tu rappelles que c'est avant un junior, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et j'ai croisé des stagiaires qui étaient bons, vraiment, hein, qui avaient une expérience, qui étaient des dropshippers. Donc ils avaient une expérience générale du web marketing, du marketing, de l'acquisition qui était importante. Mais on ne peut pas demander à un stagiaire, à un apprenti, et même parfois un junior qui est sur son premier ou sur son deuxième compte, d'être aussi efficace qu'un senior. Ce que j'ai aimé quand j'ai rejoint Exocorp, c'est le fait de se dire qu'on est tous des seniors, qu'on sait tous de quoi on parle, et que en fait, on va apporter de la valeur de par notre expérience, de par tout ce qu'on a déjà fait avant. On l'a encore vu avec la dernière proposition commerciale qu'on a faite sur cet éditeur de logiciel. J'ai une expérience dans l'édition de logiciels, alors pas sur le même logiciel, mais dans des logiciels de gestion pour le B2B. J'ai une expérience dans la collecte de leads pour l'édition de logiciels en B2B. Oui. Donc, voilà, et ça, on ne peut pas demander à un junior d'avoir cette expérience-là. C'est un junior, on ne peut pas lui demander. Donc, il ne peut pas avoir le recul nécessaire et l'expérience que je peux avoir pour que ça puisse être aussi efficace. Mais je ne suis pas le seul, hein. Je ne suis pas le seul à avoir toute cette expérience. Bien sûr, c'est mon interview, alors je tire un peu la couverture, mais il y a d'autres consultants SIA qui sont aussi très bons et qui pourront vous apporter aussi de la valeur et avec lesquels vous pouvez aussi travailler. Hein. Voilà. En tout cas, j'aime bien ton approche au départ. Tu n'interviens pour les clients que si tu sens qu'il peut y avoir une rentabilité. Ça, c'est déjà le premier point. Et puis, je peux en témoigner, donc c'est plus facile pour moi de le dire. Les clients voient que tu es très carré, que tu es très solide sur le domaine. Puis je pense que là, au travers de l'interview, on peut voir que tu maîtrises ton sujet. Et tous les clients se sentent bien accompagnés, ont hyper confiance en toi. Et je le vois dans les rapports mensuels que tu envoies et les échanges que tu as avec les clients, parce que je suis dans la boucle. Je suis surpris de voir que les gens... tu vois, d'ailleurs, tu as fait évoluer un peu la manière dont tu échanges avec tes clients. Je suis surpris de voir qu'on a plusieurs clients qui s'intéressent vraiment... Enfin, je pense que tu as réussi... Non seulement tu les mets très en confiance, mais tu réussis à les emmener dans quelque chose de très passionnant. Enfin, je comprends en même temps que ça les passionne parce que... Ils ont le nez plein. Oui, ils ont le nez plein. Non mais ouais, complètement. Ils ont le nez plein. Mais en plus, ça veut dire aussi que tu arrives à avoir la pédagogie et que tu arrives à les emmener dans cet univers-là de data un peu complexe. Il y a plusieurs éléments de réponse. Alors, je vais spoiler un petit peu, j'espère, cette fin d'année. C'est que si vous voulez devenir comme moi, je suis en train d'écrire un livre qui vous permet de devenir un meilleur freelance. Donc, je vous inviterai à... Il y aura peut-être le lien dans la description le jour où il sort. Grosse excuse, je savais pas que... non, mais en fait, alors déjà d'une part, moi je suis économiste de formation, j'ai déjà dit, et un économiste travaille des données. Donc la data, c'est mon dada, voilà. Ça s'est fait, ouais. Je le couperai au montage. Ça, je le coupe. J'aime les données, j'aime ce que je fais, c'est une véritable passion. J'ai fait du web marketing, j'ai fait du SEO, j'ai été passionné par le SEO. Je suis passé vers Google Ads. D'ailleurs, on peut peut-être utiliser ce moment pour en parler. Pourquoi je suis passé du SEO au SIA? C'est parce que en SEO, on vend des courbes. Ouais, regarde client, on a fait des super courbes, on améliore notre positionnement dans Google. Ouais, mais ça rapporte combien? Je sais pas, ça c'est pas mon problème. Mon objectif en tant que SEO, c'est d'améliorer ton positionnement dans Google. Regarde, je te montre des belles courbes. Ok. Et là, moi, j'avais toujours il me restait toujours quelque chose sur le... un petit, je sais pas, un regret, un remords, quelque chose. Parce que des fois, en plus, quand Google il fait une mise à jour en SEO, et ben, le site il se fait shooter, ou du moins la courbe elle baisse, mais on n'a pas d'explication. Oui, il y a eu une mise à jour. Ok. Ouais. Et sinon, on peut passer à la suite. Point suivant. Voilà. Et forcément, ça laisse aussi. Toi qui aimes le concret, qui aime ça laisse tout le monde sur sa faim, tu vois. Ça va pas. Et donc, ça faisait longtemps que je faisais du Google Ads. Et quand je me suis mis à mon compte, j'ai commencé par faire du SEO et je me suis dit, en plus, il y a tellement de monde sur le SEO, pourquoi pas faire du SEA, quoi. Donc voilà, j'ai commencé à basculer. Et en SEO, en SEA, pardon, c'est hyper concret parce qu'on voit
Exact, on est capable, parce que Google a son propre matériel de tracking, on est capable de savoir qu'est-ce qui convertit. Alors oui, on peut discuter du modèle d'attribution et de plein de choses. On va pas aller dans ce détail, à ce niveau de détail maintenant, parce que sinon vous allez tous vous endormir. On Mais- fera une autre vidéo. Ouais. Mais voilà, déjà, il y a ça, il y a le fait qu'on parle concret, on parle de chiffres qui génèrent du business. Donc déjà, ça leur parle aux clients. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé la façon dont je présente mes données et la façon dont je présente la valeur des campagnes Google Ads. Donc ça aide déjà les clients à se projeter. Ensuite, je dis toujours à mes clients qu'il n'y a pas de secret magique. Donc si ils ont envie de savoir des choses, moi je suis capable d'aller d'aller dans le détail, vraiment dans le détail. Mais bon, souvent ils en veulent pas parce que c'est que ça reste pointu. Mais je peux aller dans le détail pour expliquer vraiment ce que je fais et pourquoi je le fais. Et ensuite, je suis littéralement passionné par ce que je fais. Et ça, je pense que j'arrive à transmettre cette passion. À mes heures perdues, je fais aussi un peu de formation à l'université dans différentes formations, dont une justement sur Google Ads. Donc, j'ai ce côté pédagogique que je travaille, que je pense aussi avoir parce que je pense qu'on est dans une barque avec le client et on a chacun une rame. Et si moi je rame tout seul, en fait, je tourne en rond. Donc si le client il a sa rame et qu'il arrive à ramer aussi, on arrive à peu près à aller tout droit, quoi. Pas tout à fait, mais on arrive à aller vers là où on veut. Et donc, mon objectif, c'est que le client il comprenne ce que je fais et qu'il comprenne aussi que, par exemple, quand on va mettre en place un test, moi, j'ai pas de boule de cristal, donc le test, peut-être qu'il va pas marcher. Mais on va tester. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, on coupera dans 1 mois, 2 mois, et puis on aura dépensé un peu d'argent. Bon, voilà, c'est pas très grave. Et peut-être que ça aurait pu marcher et qu'on aurait dépensé de l'argent à bon escient. Voilà. Donc, ouais, c'est hyper important, en fait, d'impliquer le client dans son processus et de lui faire comprendre ce qu'on fait. Et je pense que toi, tu fais pareil d'ailleurs de ton côté au niveau de la CRM, de l'impliquer à chaque étape pour qu'il comprenne de quoi il en retourne et qu'il n'ait pas non plus l'impression d'acheter du vent, en fait. Tu vois ? Et moi, dans mon devis, il y a écrit accompagnement. En fait, c'est du vrai accompagnement. Je fais de l'accompagnement à mes clients. Et j'ai un slide toujours, le slide de fin de ma présentation. C'est une image que j'ai trouvée sur une banque d'images, mais c'est des points comme ça qui sont ensemble. Il y a 5 points qui sont ensemble et qui se montrent. Et moi, je dis toujours, voilà, moi, je prends ce point-là et vous en prenez un autre et on travaille ensemble. Dans les anciennes agences dans lesquelles j'ai travaillé, j'avais des clients qui étaient hyper distanciés, qui répondaient jamais. Mais quand je te dis jamais, c'est jamais. Hein. J'envoyais un mail de reporting chaque mois avec des questions dedans parce que je voulais avancer sur des trucs. Ils répondaient jamais. Ils m'envoyaient un mail en fin d'année en disant « Ah oui, vous avez modifié ce truc sur le site ?» J'avais juste envie de mettre le mail dans la poubelle direct. J'avais même pas envie de répondre. Alors, je faisais « Oui, je viens de le modifier » et je reprenais tous les mails que j'avais envoyés de l'année. Je refaisais la gestion de projet, je remettais tout. Bien sûr, pas de réponse. Voilà, et ça m'intéresse pas. Et en fait, c'est pas comme ça. Ils sont pas comme ça. Ça m'intéresse. Non, mais même si j'en ai des comme ça, dans mon devis, enfin dans ma proposition commerciale, dans mon offre, il y a écrit que le client peut mettre fin à la prestation, mais que je peux aussi mettre fin à la prestation. Donc si j'ai des clients comme ça, ok, salut. Moi, j'ai d'autres clients qui ont envie de travailler avec moi, il n'y a aucun problème. On est sur un pied d'égalité. Moi, j'apporte ma valeur. Je me fais plaisir dans ce que je fais. J'ai envie de t'accompagner et de t'aider et d'aller de l'avant. Mais si toi, t'es pas là pour me faire un minimum de retour et que je sache si on va dans le bon sens, vas-y, va prendre un consultant, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu as commencé à évoquer tes autres activités avec. Tu as dit que tu étais professeur aussi à l'université. Tu peux nous dire si tu as d'autres activités en parallèle du SIA ? Je sais que tu en as. On se met à nu dans ton interview. Oui, j'ai d'autres activités. Alors, j'en ai une qui est la plus visible aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est l'activité. Je suis associé au sein de la société Ascenbio. C'est une marque c'est une marque française qui fabrique et qui vend du thé et des infusions, positionnée sur du haut de gamme à un juste prix. Donc on est sur de la qualité première récolte, donc c'est vraiment le meilleur de ce qu'on peut avoir. Donc c'est l'équivalent de mariage frère, si vous connaissez un peu le thé, sauf que c'est 15-20% moins cher, puisqu'en fait, au lieu de payer de la communication et de la pub télé, on préfère le rétribuer aux consommateurs. C'est un site qui a démarré. Pourquoi ce choix ? Parce que je sais que tu as un volet très Vicenne que j'apprécie. Est-ce que c'est quoi ? C'est des secteurs que tu as envie de pousser, la santé ?
Non, c'est une opportunité. C'est coïncidence. C'est un ami de la fac. J'ai quelques amis de la fac encore que je vois. Pas beaucoup, hein, mais j'en ai quelques-uns. De la fac d'éco, justement. Et en fait, il a bossé dans la logistique et il est venu me voir. Il m'a dit, écoute, Eric, j'ai envie de lancer une marque de thé. J'ai fait mes propres mélanges et tout. Je suis trop comme un petit fou. Je dis, vas-y, ok, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai prévu ça. J'ai ce positionnement-là. Donc, il est venu avec beaucoup de choses. Moi, je suis que associé à 15 ou 20%. Donc, je n'ai qu'une petite partie dans cette activité-là. Mais voilà, je suis un peu je m'occupe de la partie digitale. Et puis, je suis aussi un peu son rebond. Quand il a des questions, des choses même sur le positionnement où il se pose des questions, il se dit ouais, qu'est-ce qu'on peut. Eric, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc moi je lui donne mon regard et ça nous permet d'ajuster des choses. Donc non, ça aurait pu être autre chose et je trouve que le test est sympa. Ouais. Et je dis toujours, attends, j'ai plein de trucs que je dis toujours. Je dis toujours que avant, moi, je buvais du thé de Auchan, hein, des petits sachets de chez Auchan, et je mettais une bonne cuillère de miel parce que bon, il faut bien que ça passe. Et aujourd'hui, depuis que je suis associé chez SNBio, forcément, je consomme du thé, ou des infusions, et je me fais une infusion d'1 litre le matin, une l'après-midi, plus de miel, plus rien, et vraiment, c'est du pur bonheur, quoi. Donc, je vous recommande vraiment de goûter. On a même sorti une petite gamme spécifique pour les femmes en rapport avec les règles. Donc, on est vraiment sur le côté santé et bien-être. C'est que du produit naturel, pur, bio, made in France parce que c'est fabriqué en France. Ne me faites pas dire qu'on produit du thé en France, hein, c'est faux. Les feuilles de thé ne viennent que de Chine, donc on peut pas les faire en France. Mais on se fournit par contre au plus près. Donc tout ce qu'on peut faire venir de France, on fait venir de France. Le reste d'Europe. Mais en tout cas voilà, on est dans une démarche éco-responsable. Donc vraiment un bon produit et un vrai site, une vraie marque dans laquelle je suis vraiment fier que je suis vraiment fier de présenter et que je suis vraiment fier auquel je suis vraiment fier d'appartenir. Voilà. À l'approche de Noël, je pense que c'est intéressant. On mettra le lien dans la description. Merci. Alors, est-ce que autre projet? Ouais, attends, il y en a d'autres. Ah oui, attends, je suis pas fini encore. On travaille avec Florent sur un projet en rapport avec SEO. Je voulais continuer sur les autres projets. Hein, donc... Ouais, bien sûr, mais j'arrive avec Florent Pérez sur un projet SEO qui est encore pour l'instant top secret. Pas mal de R&D. Florent Pérez, expert SEO du collectif Exocorp. Hein. Ouais. Exactement. Donc qui est venu à mon anniversaire, lui. Private joke. Et donc on travaille sur un projet en rapport avec le SEO qui a pour objectif de booster le ranking SEO de votre site. Donc là aussi on espère d'ici la fin d'année sortir quelque chose, peut-être même avant. On est encore en phase de R&D, donc si ça fonctionne, vous allez entendre parler de nous et ça va faire certainement très grand bruit au sein de la communauté SEO. On a trouvé un peu le cheat code. On pense, si ça fonctionne, ça devrait être la folie. Mais pour l'instant, ça fonctionne pas. Okay. Je préfère ne rien dire. On va pas se porter la poisse, mais gros projet. Je fais également, comme j'ai dit avant, je donne la formation. Alors, certaines années, je donnais beaucoup de formations. Là, j'ai réduit quand même pas mal. Maintenant, je ne donne que une seule formation dans un IUT. C'est un cours de Google Ads, initiation Google Ads pour des deuxième année, je crois. Ouais, je crois que c'est pour des deuxième année. Ok. Le projet de livre qui est en cours depuis le début d'année, hein, je suis dessus. Donc ça avance pas aussi vite que je voudrais. Et après, j'ai en projet un voyage à Kuala Lumpur. Voilà. Ça serait super. Alors, on va se faire, bien sûr, on va se le faire, ouais. Non, et je crois que sinon, c'est tout. Si, j'ai encore plein d'autres. J'ai quelques idées que je vais peut-être réfléchir à développer, mais bon, une chose après l'autre. Je vais me concentrer déjà sur le projet avec Florent, sortir le livre. Quand ça sera fait, on réfléchira à faire d'autres choses. Et puis bon, priorité aux clients. Hein. Donc moi, si là on est fin d'année, avec le Black Friday, avec Noël, avec tout ça, là j'ai pas le temps d'avancer sur ce genre de choses. Donc là j'avance sur mes clients et si j'ai les joies. Des fois, il y a des prospects, ça les choque un peu que je mette du temps à répondre ou que j'ai des disponibilités qu'à 1 semaine ou 2 semaines pour prendre rendez-vous avec eux. Mais je dis toujours, priorité sur les clients, donc l'avant-vente, ça passe après. C'est tout. Et je leur dis d'ailleurs, quand vous serez client, vous serez content. Mmh. Parce que c'est une urgence, j'interviens tout de suite. De manière générale, je travaille pas la nuit, mais s'il faut que je travaille un soir, je travaillerai le soir. S'il faut que je travaille un week-end, je le fais aussi parce que des fois c'est indispensable. Quand il faut pas confondre urgence et précipitation. Mais quand c'est urgent, il n'y a pas de,
pour intervenir. Je crois que c'est vrai pour la majorité d'entre nous. On n'a pas besoin de 100 000 clients. On ne cherche pas à avoir 100 000 clients et on s'occupe plutôt, on cherche à plutôt bien s'occuper des clients qu'on a. Donc, ouais. J'avais prévu plein d'autres questions. J'ai des questions que je te poserai. Je ne sais pas si on fera une autre émission. Si tu auras le courage de revenir pour y répondre, pour répondre aux questions. Il y a quand même une dernière question qui me semble importante en fait à ajouter à l'échange qu'on vient d'avoir sur le futur de Google Ads et de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les SERP et les résultats de recherche. Comment tu vois ça? Pour l'instant, c'est encore très très flou. Aujourd'hui, on a ce fameux Gemini qui est apparu, qu'on a un peu sur tous les devices. On a ce qui s'appelle le Google Search Experience, qui va intégrer des réponses d'IA directement dans Google. Donc, sur la partie Ads, on ne sait pas encore vraiment comment ça va se goupiller, parce que forcément, les emplacements vont être hyper réduits, puisque Google apporte la réponse. Éventuellement, il peut apporter une autre réponse publicitaire en dessous, éventuellement. Ce que je vois en tout cas, et ce que j'ai vu, c'est l'évolution des pages de résultats. Je pense par exemple, sur mon téléphone, je l'ai encore vu là il y a quelques jours, je tapais une requête, il m'a affiché ce qu'on appelle une P0, donc c'est les résultats où il affiche tout de suite une partie de la réponse, ou même la réponse dans la page de résultats. Et là, ce que je n'avais pas encore vu, c'est que juste en dessous, on avait de la publicité. Chose que j'avais encore jamais vue. J'avais vu de la publicité déjà au-dessus, mais pas en dessous. Donc là, il a mis la publicité en dessous. J'ai aussi vu des encarts publicitaires où on tape une requête locale, on a du naturel, de la publicité, la map en dessous. Ou du naturel, la map, la publicité en dessous. Donc, il est en train de jouer avec les espaces publicitaires pour faire en sorte d'améliorer ou du moins de réduire ou de limiter les pertes qu'il a, puisque on a un peu plus de trafic sur Bing, puisqu'il y a ChatGPT qui est intégré à Bing. On a aussi perte de trafic avec TikTok et les autres moteurs, ou même avec le moteur de recherche de ChatGPT directement, comment il s'appelle, Perplexity, et puis même tous les autres outils d'IA qui permettent de donner des réponses qui ne sont pas fournies par Google. Donc, il joue avec ça, il va continuer de faire en sorte de gagner de l'argent, parce que jusque il y a 3-4 ans, Google Ads, c'était, même peut-être 2 ans, Google Ads, c'était la vache à lait de Google. C'était plus de 90% des revenus de Google. Aujourd'hui, avec le cloud, ils sont en train de switcher, ils sont en train d'avancer, le cloud est en train de gagner en part de marché, tout comme Amazon, hein. Un des gros revenus d'Amazon, c'est le cloud, hein. Et donc, tout à fait, AWS. Et donc, là, ils sont en train, le Google Cloud est en train de prendre des parts de marché, en train de grossir en termes de chiffre d'affaires global, proportionnel par rapport au chiffre d'affaires global de Alphabet, hein, la maison mère de Google. Et donc, Google Ads peut se permettre aussi peut-être de faire moins de revenus. Mais dans tous les cas, ça reste quand même le gros moteur de revenus de Google. Et là où moi j'applaudis Google de mes 2 mains, c'est qu'en fait, Google, c'est un éditeur, c'est un site éditeur qui a réussi à monétiser son audience. Tu vois, c'est comme si toi demain tu fais un blog sur Kuala Lumpur et que tu vas mettre de la pub dessus. Bah, tu vas monétiser ton audience. Et si tu es un peu malin, tu vas essayer de monétiser avec du booking, avec des réservations de resto, etc. Tout t'aimes bien manger, donc je pense que ça sera des articles là-dessus. Mais Google, c'est ce qu'il a fait, tu vois. Il s'est dit, ok, je vais faire un outil qui fonctionne bien, qui est meilleur que les autres. Et ensuite, ok, comment est-ce que je le monétise? Ok, je fais ma régie. Vas-y, c'est bon, banco. Et il a vécu comme ça un âge d'or incroyable. Et là où il a été hyper malin, c'est qu'en fait, il s'est dit, potentiellement, les gens, ils veulent acheter. Il y a plusieurs annonceurs qui veulent acheter le même mot-clé. Comment je détermine le prix? On va faire de la concurrence, tranquille. Donc, on fait un système d'enchères. Ce qui fait que, à l'époque, quand j'ai commencé, il y a 10-15 ans, on pouvait encore acheter des mots-clés à 5 centimes. Aujourd'hui, ça n'existe plus, les mots-clés à 5 centimes. Aujourd'hui, on commence les enchères à 0,25. Vous voyez l'inflation quand même? De 0,5 à 0,25. X5. Hein.
Et il y a beaucoup de secteurs où on n'arrive pas à descendre sous 1-2 euros du CPC. Et j'ai travaillé sur des secteurs où on avait des 15 euros du clic. 15 euros du clic, 10-15 euros du clic. T'as intérêt à avoir un budget conséquent. Et donc en fait, ce qui est ouf, c'est que tu vois, en termes de modèle économique, t'as moins d'annonceurs, mais ils continuent de gagner plus. Hein. Ou du moins, t'as autant d'annonceurs, mais ils continuent de gagner plus, puisque les CPC continuent de progresser. Mhm. C'est magique, franchement. Ouais, ils ont monté un joli modèle. Pour moi, je pense qu'on a un joli contenu là. Je sais pas ce que tu en penses ou si tu veux qu'on développe autre chose. Bah, c'est vrai que du coup, on a quand même mis de côté pas mal tout ce qui a été mis sur l'organisation, là où je pense j'ai pas mal de choses à dire aussi. Mais bon, j'ai tout le temps plein de choses à dire. Non, mais ça serait intéressant, hein, mais je sais pas combien faire l'interview au final. Hein, mais ouais, là, on a 2h42 rush. Je sais pas. Ouais, non, on peut le faire en 2 fois, on pourra le refaire. Non, mais franchement, j'ai kiffé. Hein. J'ai bien kiffé. C'était vraiment cool, c'était vraiment fluent. J'aimerais bien aussi essayer de peut-être le faire pour toi. Alors, ça va prendre du temps, mais j'aimerais bien peut-être essayer de te rendre l'appareil et d'être l'intervieweur. Moi, après, je te pose des vraies questions que j'ai. Enfin, toi, pour le coup, c'est naturel. J'écoute ce que tu me dis. Il y a des choses que je sais. Que je dis que je. Voilà, Tout à fait. Non, mais écoute, on va faire la version 2 sur une partie un peu plus pro, un peu plus perso, organisation, parce que en plus j'ai vraiment plein de choses à dire aussi là-dessus, quoi. Tu vois, le livre, ça parle de ça. Hein. Ouais. Donc le l'organisation, l'optimisation de l'organisation, c'est un truc qui me passionne aussi, tu vois. Cool. Bon, c'est toujours un plaisir, en tout cas. C'était bien de tester ce format ensemble, c'était marrant. Bah, c'était franchement, j'ai vraiment kiffé. C'était aussi un vrai plaisir pour moi. Vraiment, hein, j'ai vraiment adoré faire cette interview avec toi. Donc, je suis vraiment chaud pour la deuxième tournée. Faut qu'on fasse ça. Sur une partie plus perso. Mais ouais, c'est.